Madame, s'il vous plaît, sauvez mon papa, cria-t-il, la voix aiguë et paniquée. Cette nuit-là, la pluie tombait sans relâche sur Atlanta, emportant le bruit, la chaleur, la lumière et presque la vie d'un homme. Elliott Carter, Senior, l'un des magnates de la technologie les plus riches du Sud, était affalé derrière le volant de sa Bentley, garé de travers sur le bas-côté d'une route mal éclairée, juste à l'extérieur de Buckhead. Sa poitrine était oppressée, sa vision floue, sa respiration faible. Quelques minutes plus tôt, il s'était arrêté, attribuant son vertige à la fatigue. Mais ce n'était pas une simple exhaustion. À l'arrière, son fils de 5 ans, Elliott Jr., appuyait ses 2 petites mains sur l'épaule de son père. « Papa, réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. » Pas de réponse, seulement le tambourinement rythmique de la pluie sur la carrosserie. La petite voix du garçon tremblait. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il poussait la portière. Le vent faillit le renverser et la pluie trempa son petit sweat en quelques secondes. Il ne savait pas où aller. Il savait juste que quelqu'un devait aider. Une jeune femme noire se tenait là, dans un manteau gris délavé, serrant un petit sac contre sa poitrine. Maya Williams, 29 ans, était épuisée après une longue journée à laver des assiettes dans un dîner. Autrefois infirmière, elle avait perdu sa licence après avoir dénoncé les abus d'un médecin. Elle leva les yeux, surprise, alors que le garçon courait droit vers elle. « Madame, madame !» haleta-t-il, tirant sur sa manche. « Madame, s'il vous plaît, sauvez mon papa. » Il ne bouge plus. Maya cligna des yeux, son cerveau mettant une seconde à réagir. « Quoi? Que s'est-il passé ?» Il s'est endormi, je crois, dans la voiture. Il ne se réveilla pas. J'ai essayé d'appeler. Mais s'il vous plaît, il ne respire pas bien. Il tira sur son bras. Un frisson parcourut l'échine de Maya. Elle n'avait pas entendu ces mots depuis presque 3 ans. Pas depuis qu'elle avait été licenciée de l'hôpital du comté pour avoir dénoncé une faute médicale. Depuis, elle s'était jurée de rester discrète. Mais cet enfant, ses yeux implorants la touchaient plus profondément que n'importe quel procès ou perte de carrière. « Emmène-moi à lui », dit-elle. Sans un mot de plus, le garçon se retourna et courut, et Maya le suivit, ses baskets glissant sur le trottoir mouillé jusqu'à ce qu'ils atteignent la Bentley. Les phares clignotaient faiblement, éclairant l'homme à l'intérieur. Ses lèvres étaient bleues. « Reste en arrière, mon petit », dit-elle doucement. « Je vais l'aider. » Elle ouvrit la portière et allongea l'homme, vérifiant ses voies respiratoires et son pouls. Faible, à peine perceptible. Elle commença les compressions, comptant à voix haute pour se stabiliser. 1, 2, 3, respire. Allez, reste avec moi. Ses manches trempées collaient à ses bras, la tempête brouillant tout autour d'elle. Soudain, des pneus crissèrent derrière elle. Une Mercedes noire s'arrêta brusquement et une femme plus âgée en sortit. Helen Carter, élégante dans un long manteau, des diamants scintillant même sous la pluie. La scène qu'elle découvrit la fit bouillir de rage. Son fils inerte, dans les bras d'une étrangère, une femme noire appuyant sur sa poitrine. Le visage d'Hélène se tordit de panique et de colère. « Qu'est-ce que vous faites à mon fils ?» hurla-t-elle en se précipitant. Maya, essoufflée, se tourna. « Madame, il fait une crise cardiaque. J'essaye de... » Avant qu'elle ne puisse finir, le parapluie d'Hélène s'abattit sur son épaule. « Menteuse! Éloignez-vous de lui !» La femme frappa de nouveau, cette fois une gifle sur le visage de Maya. Le bruit sec se perdit dans le tonnerre. « Mamie, arrête !» cria Elliott Jr. depuis le trottoir, mais elle n'écoutait pas. Elle attrapa Maya par le col de son manteau, la tirant en arrière. « Mais s'il vous plaît, laissez-moi l'aider. » Haleta Maya, luttant pour garder l'équilibre. Ses genoux heurtèrent l'asphalte mouillé, mais elle se rapprocha à nouveau. « Si j'arrête, il mourra. » Hélène la repoussa encore, le manche du parapluie s'enfonçant dans le dos de Maya. « Vous, les gens, vous ne savez jamais rester à votre place. Éloignez-vous !» Maya grimaça de douleur, mais rampa vers la portière, les yeux fixés sur la poitrine immobile de l'homme. Sa voix se brisa, désespérée. « Il ne respire pas. S'il vous plaît, laissez-moi !» Le garçon hurla. « Elle aide, mamie! Papa a besoin d'elle !» Hélène se figea une demi-seconde, juste assez pour que Maya saisisse l'opportunité. Elle se glissa devant la femme et reprit les compressions, ses paumes appuyant sur la poitrine du milliardaire avec un rythme régulier malgré ses côtes meurtries. « Allez !» murmura-t-elle, les dents serrées. « Ne me lâche pas maintenant !» La pluie s'engouffrait par la portière ouverte, les trempant tous les deux. Ses muscles criaient, mais elle ne s'arrêta pas. Puis un sursaut, un halètement. Le corps de l'homme tressaillit légèrement sous ses mains. Maya se pencha. Elliott Carter Senior toussa, l'eau et l'air revenant dans ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent, flous mais vivants. Hélène lâcha son parapluie, son expression s'effondrant en incrédulité. « Elliott !» Mais avant que quiconque ne puisse parler,
Des lumières rouges et bleues clignotèrent à travers la tempête. 2 voitures de police s'arrêtèrent en dérapant à proximité. Les officiers sautèrent dehors, leurs lampes torches perçant la pluie. Un officier attrapa le bras de Maya. « Madame, reculez maintenant. » « Elle l'a sauvée !» cria Elliot Jr., courant vers eux. « Elle a sauvé mon papa. » Hélène, encore sous le choc, bégaya. « Elle l'a attaqué, je crois. »« Non !» tenta d'expliquer Maya, essoufflée. Il s'est effondré. Je faisais un massage cardiaque. Je suis une ancienne infirmière. Vérifiez son pouls. Il est vivant parce que... Ah, madame, ça suffit, interrompit un officier, lui tordant les poignets derrière le dos. Le garçon pleura plus fort. Ne l'emmenez pas. Elle n'a rien fait. Maya croisa son regard larmoyant alors qu'on la guidait vers la voiture de patrouille. Son dos la lançait là où elle avait été frappée. Son visage brûlait, mais elle força un petit sourire fatigué. « Ça va, mon petit » murmura-t-elle. « Ton papa est en sécurité maintenant. » Derrière elle, Elliot Senior remua à nouveau, ses lèvres bougeant faiblement alors que les ambulanciers arrivaient. La dernière chose que Maya vit avant que la portière de la voiture de police ne se ferme, fut le garçon serrant la main de son père et la femme plus âgée, debout sous la pluie, figée entre culpabilité et incrédulité. Alors que la voiture s'éloignait, les sirènes résonnant dans la nuit humide, Maya appuya sa tête contre la vitre froide. Son corps tremblait, non pas de peur, mais de la douleur de s'être accroché, quand tous ses instincts lui disèrent de lâcher prise. Parfois, sauver une vie signifiait perdre sa propre paix. Et quelque part derrière elle, un milliardaire prenait sa première inspiration dans le monde, parce qu'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée avait refusé d'abandonner. Si cela vous a touché, mettez un like et indiquez votre ville dans les commentaires. Qui sait, quelqu'un à proximité regarde peut-être avec vous. L'intérieur de la voiture de patrouille était froid, le siège en vinyle collant aux jeans trempés de Maya. Ses mains menottées derrière elle picotaient d'engourdissement, peut-être à cause du froid ou de l'adrénaline, elle ne savait pas. La pluie martelait toujours le toit, tandis que le véhicule stationnait près de la Seine. À travers la vitre embuée, Maya pouvait voir les lumières clignotantes de l'ambulance entourant maintenant la Bentley. Les ambulanciers s'affairaient autour d'Elliot Carter Sr., posant des tubes d'oxygène, vérifiant ses signes vitaux. Il était vivant. Cela aurait dû signifier quelque chose. Mais pour l'instant, cela ne signifiait pas la liberté. L'officier sur le siège passager se tourna pour la regarder. Son visage était indéchiffrable. Il était blanc, probablement dans la fin de la quarantaine, avec des yeux fatigués et un badge qui semblait trop lourd pour sa poitrine. « Non ?» demanda-t-il. « Maya Williams. » y répondit-elle doucement, les dents claquant légèrement à cause du froid. Il nota quelque chose. « Vous avez une pièce d'identité ? Elle est dans mon sac sur le trottoir, » dit-elle. « Je l'ai laissé tomber quand vous avez agressé l'homme dans la voiture. » Interrompit-il sans la regarder. Maya se raidit. « Je ne l'ai pas agressé. Je lui ai sauvé la vie. » Ce n'est pas ce que sa mère a dit. Elle vous a frappé. Elle m'a tiré en arrière pendant que je faisais un massage cardiaque, rétorqua Maya, la douleur de ce moment encore vive dans son dos. Regardez mon épaule. Regardez mon visage. La plume de l'officier s'arrêta au milieu de son carnet. Il la regarda, voyant enfin la marque rouge encore légèrement visible sur sa joue. « Pourquoi vous aurait-elle frappé ?» La gorge de Maya se serra. Elle n'avait pas de réponse simple. Parce qu'elle était noire, parce qu'elle ne portait pas d'uniforme, parce qu'une femme comme Helen Carter ne pouvait pas imaginer un monde où une étrangère comme Maya choisirait de sauver son fils plutôt que de lui faire du mal. Elle ne dit rien. La portière arrière s'ouvrit. Un autre officier se pencha, plus grand, latino, début de la trentaine. Son expression était plus alerte. « On vient d'avoir une confirmation », dit-il. Les ambulanciers disent qu'elle a initié le massage cardiaque. Le gamin l'a confirmé aussi. Elle l'a maintenu en vie jusqu'à notre arrivée. L'officier plus âgé regarda Maya par-dessus son épaule. « Ah, c'est vrai ?» Maya hocha lentement la tête. « Oui. » Le jeune officier inclina légèrement la tête. Elle a utilisé la bonne technique. L'ambulancier a dit que sa méthode était irréprochable. Elle a probablement sauvé le gars. Elle dit qu'elle était infirmière. L'officier plus âgé marmonna. « Je le suis toujours », dit Maya, relevant le menton. Juste plus licencié. Plus maintenant. Le jeune officier hocha la tête brièvement et recula de la portière. « Vous voulez porter plainte ?» demanda l'officier plus âgé. « Non », répondit Maya fermement. « Mais je veux que ce soit noté que j'ai été frappé, agressé physiquement. Je n'ai pas riposté. Je n'ai touché personne, sauf pour sauver une vie. » Un long silence suivit. Puis, sans un mot de plus, l'officier plus âgé ouvrit sa portière, se pencha et déverrouilla ses menottes.
« Vous êtes libre, mademoiselle Williams. » Maya ramena ses bras devant elle, grimaçant à cause de la raideur. Elle sortit à nouveau sous la pluie, plus faible qu'avant. Alors qu'elle revenait vers la scène, Elliot Jr. se détacha d'un ambulancier et courut droit dans ses jambes. « Tu ne vas pas en prison !» cria-t-il en roulant ses bras autour d'elle. Maya s'accroupit lentement, malgré la douleur dans ses genoux. Elle le serra contre elle, sa voix douce. « Non, mon petit, je n'y vais pas. » Derrière eux, Helen Carter se tenait près de l'ambulance, un manteau de laine sur les épaules, l'expression tendue et indéchiffrable. Ses yeux se posèrent sur Maya, mais cette fois, il ne brûlait pas de rage. Il semblait juste fatigué, confus, peut-être même honteux. Maya ne s'approcha pas d'elle. Elle avait fait sa part. Le reste ne lui appartenait pas. Mademoiselle, un ambulancier lui fit signe. « Nous avons besoin de vos informations pour le rapport de l'hôpital. » Maya hocha la tête, relâchant doucement Elliot Jr., qui s'accrochait encore à son manteau comme à une bouée de sauvetage. Elle donna son nom, son adresse et ce qu'il restait de ses références professionnelles. L'ambulancier parut surpris lorsqu'elle énuméra un jargon précis sur les compressions thoraciques et les signes vitaux. « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en service actif ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. Maya soupira. « Plus maintenant. » Il nota tout et lui tendit une couverture qu'elle enroula autour de ses épaules. Elle sentait l'antiseptique et la chaleur. « Vous avez quelqu'un pour venir vous chercher ?» demanda-t-il. Maya secoua la tête. « L'arrêt de bus est juste en bas de la rue. Ça ira. » Avant qu'elle ne puisse partir, une voix rauque et faible s'éleva depuis la civière derrière les portes de l'ambulance. « Attendez. » C'était Elliot Carter Sr. Il portait un masque à oxygène, les yeux mi-clos, mais fixés directement sur elle. « Vous, » murmura-t-il. « Vous m'avez sauvé. » Maya s'approcha, clignant des yeux face à une nouvelle vague de pluie et d'incrédulité. « J'ai fait ce que je devais faire, » dit-elle doucement. Ses lèvres bougèrent à nouveau. « Merci. » L'ambulancier interrompit. « Monsieur, nous devons y aller. » Mais Elliot leva un doigt faiblement, ses yeux ne quittant pas ceux de Maya. « Elle ne m'a pas fait de mal, » dit-il avec une clarté surprenante. « Elle m'a aidé. » Hélène tressaillit derrière les ambulanciers. Maya ne dit rien. Son silence, cette fois, portait le poids de la retenue, pas de la peur. Les portes de l'ambulance se refermèrent avec un bruit sourd et la sirène retentit à nouveau. Alors que les lumières s'évanouissaient au loin, Maya serra la couverture plus fort autour d'elle. Son corps tout entier semblait avoir traversé le feu et la glace. Meurtri, douloureux, trempé, mais debout. Un des officiers s'approcha à nouveau. « Si vous voulez porter plainte officiellement contre la femme plus âgée, nous pouvons prendre votre déposition. » Maya regarda au bout de la rue, la tempête se transformant en bruine. Elle se souvenait des petites mains du garçon tirant sur sa manche, de sa voix brisée suppliant « S'il vous plaît, sauvez mon papa. » Elle secoua la tête. « Ah, pas ce soir. » Il parut surpris. « Vous êtes sûr ?» Maya hocha la tête. « Certaines choses sont plus grandes qu'une gifle. » Il hésita, puis dit « Vous êtes une bonne personne, mademoiselle Williams. »« Non, » répondit-elle. « Je suis juste têtue. » Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, ses chaussures trempées, faisant un bruit de succion à chaque pas. Et bien qu'elle fût seule à nouveau, quelque chose en elle avait changé. Elle avait agi par instinct, par compétence, par cœur. Et pas une seule fois elle ne l'avait regretté. Parce que lorsqu'un enfant supplie pour un miracle, parfois vous en devenez un sans même le vouloir. Maya était assise seule à l'arrière d'un bus Martha presque vide. Son corps était enroulé dans la couverture que l'ambulancier lui avait donnée. Le bus ronronnait doucement, les lumières fluorescentes vacillant au-dessus d'elle. Le chauffeur n'avait pas dit grand-chose lorsqu'elle était montée, se contentant d'un hochement de tête et d'un regard sur ses chaussures boueuses. Elle appréciait le silence. Elle n'avait pas la force pour des bavardages. Les bleus sur son dos pulsaient au rythme des chaos de la route sous les roues. Chaque bosse envoyait une douleur sourde dans ses épaules. Mais ce n'était pas ce qui faisait le plus mal. Ce qui persistait, c'était la façon dont la voix d'Helen Carter avait tranché à travers la pluie, avec un venin qui semblait bien plus ancien que l'instant lui-même. « Elle m'a regardé comme si je n'avais pas ma place ?» murmura Maya à personne, comme si j'étais le danger, même en le sauvant. Elle serra la couverture plus fort. La ville défilait à l'extérieur de la fenêtre, entraînée de néons humides et d'ombre. Un flou familier, cette partie d'Atlanta, la sienne, n'était pas dans les brochures. Des trottoirs fissurés, des épiceries aux grilles métalliques, des graffitis sur les briques, le genre d'endroit qu'aucun milliardaire ne visitait, sauf s'il était perdu ou cherchait quelque chose qu'il ne voulait pas admettre avoir besoin. Son arrêt arriva. Elle descendit,
ses chaussures faisant un bruit de succion contre le trottoir, le vent mordant son visage. Un groupe d'hommes se tenait sous l'auvent d'une boutique de spiritueux à proximité, discutant de football. L'un d'eux jeta un coup d'œil dans sa direction, fit un double regard en voyant la couverture d'hôpital sur ses épaules, puis détourna les yeux. Elle s'en fichait. La marche jusqu'à son immeuble était courte, mais semblait faire 1 kilomètre. Elle déverrouilla la porte de l'appartement qu'elle partageait avec sa tante. Un petit 2 pièces au 2e étage. En entrant, l'odeur chaude de thé à la menthe et d'assouplissant l'accueillit comme une vieille amie. Maya bessappela une voix depuis la cuisine. « Tu es en retard, ma chérie. Ça va ?» Sa tante Lorraine apparut en chemise de nuit, son peignoir bien noué, ses boucles grises rentrées dans un bonnet. Maya lui offrit un sourire fatigué. « Ça va, Tati. Juste une longue nuit. » Lorraine regarda son visage, la légère enflure, l'éraflure sur sa tempe, et ses yeux se plissèrent. « Ce n'est pas une longue nuit, ma petite. C'est une bagarre. » Maya secoua la tête. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Lorraine croisa les bras. « Alors, dis-moi ce que c'était. » Alors, Maya raconta tout. Le petit garçon qui l'avait trouvé, l'homme dans la voiture, le massage cardiaque, la gifle, les menottes, et la gratitude silencieuse d'un homme qu'elle avait presque donné sa vie pour sauver. Lorraine écouta, silencieuse et immobile. Quand Maya eut fini, sa tante exhala profondément. « Et ils t'ont laissé rentrer à pied après ça ?»« J'ai pris le bus. » Lorraine la fixa. « Tu aurais dû me prévenir. Tu aurais dû appeler. Je ne voulais pas t'inquiéter. »« Ma chérie ?» dit-elle, la voix chargée d'émotion. « M'inquiéter, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je sais que je t'ai encore. » Enfin, Maya s'effondra en avant, vidée. « Je ne pensais pas que je ferais ça à nouveau, » dit-elle. « Utiliser ce que je sais. Passe après ce qui s'est passé à l'hôpital du comté. Tu ne pensais pas que tu sauverais quelqu'un. Je ne pensais pas qu'on me laisserait faire. » Lorraine prit sa main. « Tu n'as pas attendu la permission, n'est-ce pas ?»« Non, » y murmura Maya. « J'ai juste entendu la voix du garçon. C'est tout ce dont j'avais besoin. » Elles restèrent assises ainsi longtemps. Pas de télévision, pas de musique, juste le grincement des tuyaux et le bourdonnement du frigo. Puis Lorraine se leva. « Tu as besoin de repos. Mets de la glace sur cette épaule. Tu vas être courbaturée demain matin. »« Je le suis déjà. » Avant de partir dans sa chambre, Lorraine s'arrêta. « Tu as bien fait, Maya. » Même si le monde est trop effrayé ou trop fier pour le dire. Maya hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur la fenêtre, regardant les dernières gouttes de pluie glisser sur la vitre. Son esprit revint au visage du garçon, sa détresse, son espoir. « Il m'a cru !» pensa-t-elle. Ça suffisait. Le lendemain matin, la ville se réveilla lentement sous un ciel gris et des rues humides. Maya était assise sur le canapé, une poche de glace pressée contre son épaule. En parcourant les nouvelles locales sur son téléphone, elle passa les gros titres jusqu'à ce qu'un d'eux fige sa main. Un milliardaire sauvé par une étrangère après une urgence médicale, identité inconnue. Elle ouvrit l'article. Une photo floue, prise de loin, montrait la Bentley, l'ambulance, le ruban de police. Aucun nom pour l'instant, mais les commentaires affluèrent déjà. Paris que c'était mis en scène. Sûrement quelqu'un qui cherche un procès ou un paiement. Ça ressemble à une autre arnaque. J'espère que cette femme ne lui a pas fait de mal. Maya déglutit difficilement. Même sans être nommée, elle était déjà suspectée. Elle éteignit l'écran. Plus tard, cet après-midi-là, alors qu'elle triait le linge, son téléphone sonna depuis le comptoir de la cuisine. Numéro inconnu. Elle hésita puis répondit. « Mademoiselle Williams », dit une voix masculine. « Ici le docteur Kaminski, de l'hôpital régional d'Atlanta. J'étais le médecin de garde hier soir quand Monsieur Elliot Carter Sr. a été admis. »« Oui, docteur, » me répondit-elle prudemment. « Je voulais vous contacter personnellement, » dit-il. « Monsieur Carter est stable maintenant, et il a insisté pour qu'on vous contacte. » Maya retint son souffle. « Va-t-il bien ? Il se rétablit bien grâce à votre intervention précoce. En fait, ce sont ses mots exacts. Elle est la raison pour laquelle je suis là. » Elle s'assit lentement. Ses jambes tremblaient. « Je sais que ça a dû être traumatisant, » ça me continua le docteur. « Mais j'espère que vous envisagerez de passer. Monsieur Carter veut vous parler quand vous serez prête. » Maya regarda le calendrier sur le mur. La date la fixait en retour. L'anniversaire du jour où elle avait été licenciée de l'hôpital du comté. Elle ferma les yeux. « Je viendrai ?» dit-elle. « Dites-lui que je viendrai. » Le hall de l'hôpital sentait l'eau de Javel et la résignation. Maya s'arrêta devant les portes automatiques avant d'entrer, son reflet brièvement capté dans la vitre. L'échymose violet-bleu sur sa joue commençait à s'estomper, mais restait visible sous un léger maquillage. Elle portait sa meilleure chemise,
une blouse modeste qu'elle avait repassée 3 fois ce matin-là. Et son jean le plus propre. C'était toute la dignité qu'elle pouvait s'offrir. Au comptoir d'accueil, une infirmière avec un badge joyeux et des yeux fatigués leva la tête. « Oui, non, Maya Williams, » dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Je suis ici pour voir Monsieur Elliot Carter Senior. » L'infirmière cligna des yeux, reconnaissant clairement le nom, et tapa quelque chose rapidement. « Chambre 718, il vous attend. » Puis, après une pause, « Je pense qu'il sera content que vous soyez venu. » Maya hocha légèrement la tête et se dirigea vers l'ascenseur, ses chaussures cliquetant doucement sur le carrelage. Alors que les portes se refermaient autour d'elle, elle expira lentement. Cela faisait 3 jours depuis cette nuit. 3 jours de bleu, de silence et de trop d'appels de journalistes qui avaient somehow trouvé son numéro. Elle n'avait répondu à aucun. Mais ça, c'était différent. La chambre 718 était au coin, avec une vue sur l'horizon de la ville s'étendant jusqu'à l'horizon. Maya s'arrêta un instant sur le seuil. La porte était déjà ouverte. L'homme dans le lit était légèrement redressé, des perfusions scotchées à son bras, la couleur revenant lentement à ses joues. Elliot Carter Senior semblait plus petit que dans son souvenir. Pas faible, juste réel. Pas de costume, pas de gros titres, juste un homme se remettant d'un flirt avec la mort. Il tourna la tête en entendant le bruissement de ses chaussures. Ses yeux rencontrèrent les siens, plus calmes, plus clairs. « Smaya Williams », dit-il, la voix rauque mais forte. « J'espérais que vous viendriez. Je n'étais pas sûr que je devrais. Je suis content que vous l'ayez fait. » Elle entra, incertaine de savoir si elle devait lui serrer la main, incliner la tête ou simplement rester là. Il le sentit. « Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. » Il y avait une chaise pour les visiteurs à côté du lit, propre et inoccupée. Elle la prit. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Elliot brisa le silence. « Ils m'ont tout raconté. Les médecins, mon fils, les ambulanciers. Je vous dois la vie. » Maya croisa les mains sur ses genoux. « Je ne l'ai pas fait pour un merci. » « Je sais. C'est ce qui rend ça plus difficile à dire. » Elle le regarda, vraiment, et ne trouva ni suffisance ni arrogance, juste un homme qui avait frôlé la mort, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il, son ton sincère, sans suspicion. Maya hésita. « Parce que votre fils me l'a demandé, et parce que je savais quoi faire. » Ses yeux s'adoucirent. « Ma mère m'a raconté ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé. » Maya se redressa, la tension revenant. « Je ne porte pas plainte. Si c'est ce qui vous inquiète, je ne le fais pas. »« Je ne le saurais pas si vous le faisiez, » dit-il rapidement. « Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Il tendit la main vers le gobelet d'eau sur son plateau, ses mains tremblant légèrement. Maya se leva instinctivement pour aider, mais se retint. « J'ai passé beaucoup de temps à tout contrôler, » dit-il buvant prudemment. « Gérer des entreprises, des investissements, acheter de l'influence. J'ai toujours pensé que je pouvais tout régler avec un coup de fil. Mais allongé sur ce trottoir, suffocant comme un poisson, et vous voyant au-dessus de moi, prenant des coups juste pour me maintenir en vie, ça a brisé quelque chose que je ne savais pas devoir être brisé. » Maya ne savait pas quoi dire. Sa poitrine se serra. Il continua. « Je me suis demandé ce qui se serait passé si quelqu'un d'autre m'avait trouvé. Est-ce qu'il serait passé à côté, m'aurait filmé, m'aurait laissé mourir? Et la vérité, c'est que je ne sais pas. Mais vous ne l'avez pas fait. »« Je ne pouvais pas, » dit Maya doucement. « Ce garçon, il m'a regardé comme si j'étais le dernier espoir. »« Vous l'étiez. » Il baissa les yeux sur la perfusion dans son bras. « Vous l'êtes encore. » On frappa à la porte. Ils se tournèrent pour voir Helen Carter debout sur le seuil, tenant un petit bouquet de lys blanc. Elle entra lentement, évitant le regard de Maya pendant 5 bonnes secondes, avant de finalement le lever. « Maya, dit-elle, la voix tremblante, j'aimerais vous parler, si vous le permettez. » Maya se leva, ses doigts se crispant sur la chaise. « Je n'ai pas besoin d'excuses, » dit-elle mesurée. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une chance de sauver quelqu'un sans être traité comme une menace. Hélène hocha la tête, le visage pâle. « Et vous l'avez fait. Vous avez sauvé mon fils. J'aurais sauvé n'importe qui. Je le sais maintenant. » Maya l'observa. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix, juste quelque chose de fragile, comme du regret. Elliot observait en silence, laissant les 2 femmes naviguer ce qui ne pouvait être défait. Hélène s'approcha, posa doucement les fleurs sur le rebord de la fenêtre. « J'avais tort, » dit-elle. « Aveuglée par la peur, par de vieilles blessures qui n'avaient rien à voir avec vous. Et je vous ai blessé alors que vous faisiez la chose la plus désintéressée qu'on ait jamais faite pour cette famille. » Maya ne parla pas. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. « S'il y a un moyen de réparer ça, » a dit enfin Maya, «
Commencez par apprendre à votre petit-fils ce qu'est vraiment le courage, parce qu'il a été brave. Il a choisi la confiance quand tout le monde choisissait la peur. Hélène déglutit difficilement et hocha la tête. Puis, doucement, elle quitta la pièce. Le silence qui suivit semblait plus propre, comme si quelque chose avait été nettoyé. Douloureux, mais nécessaire. Elliot sourit faiblement. « Vous n'êtes comme personne que j'ai jamais rencontré. » Maya expira. « Tant mieux !» Il rit doucement, car ça faisait encore mal. « Vous reviendrez, n'est-ce pas, pour que mon fils puisse vous remercier correctement. »« Je ne sais pas, » dit-elle. « Peut-être. Puis-je vous appeler ?» Maya sourit pour la première fois. « Ça dépend. Vous allez me demander des conseils d'investissement ?» Il rit à nouveau, plus doucement cette fois. « Non, je veux juste entendre votre voix sans être en train de mourir d'abord. » Elle se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, Elliot l'appela. « Maya, oui. Merci de m'avoir sauvé et de ne pas les avoir laissés vous arrêter. » Elle hocha la tête. « La prochaine fois, dit-elle, restez en vie sans tout ce drame. » Maya ne dormit pas cette nuit-là. Elle essaya. Elle s'allongea dans son lit, le ventilateur de plafond tournant au-dessus, le bourdonnement du réfrigérateur s'échappant de la cuisine comme un métronome lent et sourd. Mais ses yeux ne se fermaient pas. Et quand il le faisait, son esprit courait plus vite que son corps ne pouvait se reposer. La conversation avec Elliot Carter Sr. résonnait dans sa tête, sa voix calme, fragile, reconnaissante. Et l'excuse d'Hélène Carter, raide et tremblante, comme une chaise aux pieds inégaux. Cela semblait réel. Mais même la réalité n'effaçait pas les bleus, ni ceux sous sa peau, ni ceux de son histoire. Maya fixa le plafond et pensa à ce que cela signifiait d'être vue pour la première fois. Pas comme une menace, une erreur ou un avertissement, mais comme une soignante, une protectrice. Elle n'avait pas porté d'uniforme d'infirmière depuis presque 3 ans, mais pendant 9 minutes sur un trottoir sous la tempête, avec rien d'autre que ses mains et son instinct, elle avait été exactement ce qu'elle était autrefois, peut-être même plus. Elle se leva finalement juste après 5 heures du matin, enfila un sweat à capuche et sortit. L'air matinal était frais, purifié par la tempête. Elle marcha quelques pâtés de maison jusqu'à son café préféré, un petit endroit local appelé Deacon's Brew, où le personnel connaissait sa commande et ne la pressait jamais. Le propriétaire, un homme chauve d'une 60aine d'années nommé Glenn, hocha la tête lorsqu'elle entra. « Tôt aujourd'hui, dit-il. Je n'arrivais pas à dormir. » Il ne demanda pas pourquoi, se contentant de verser son café noir fort habituel avec une touche de lait d'avoine et une pincée de cannelle. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda le monde se réveiller lentement. Camions de courrier, joggeurs, bus, lycéens avec des sacs à dos trop lourds pour leur posture. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Vous avez sauvé mon père. J'espère pouvoir vous revoir bientôt, Elliot Jr. » avec l'aide de mamie pour taper. Maya sourit malgré elle. Elle répondit simplement « Tu es très courageux. Dis à ton papa que je lui passe le bonjour. » Elle rangea le téléphone et essaya de boire le reste de son café. Mais une voix interrompit ses pensées. « Vous êtes Maya Williams ?» Elle se tourna. Un homme se tenait près de sa table, la quarantaine, blanc, avec des yeux perçants et un badge de presse autour du cou. « Je suis Adam Fielder. Je travaille pour Channel 8 News. » Elle se redressa. « Je ne suis pas intéressé par les interviews. »« Je ne demande pas une interview. Je voulais juste dire que j'ai vu le rapport des ambulanciers. Je sais que vous l'avez sauvé. Je sais aussi comment ils vous ont traité après. » Maya hocha la tête, crispée. « Vous êtes le 10e journaliste à me trouver. Qu'est-ce qui vous rend différent ? Parce que je ne suis pas là pour un gros titre. Je suis là pour la vérité. Vous n'avez pas demandé toute cette attention. Et pourtant, vous avez agi. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça. » Elle le regarda attentivement. « Pourquoi ? Pour que vous puissiez en faire une belle histoire feel-good et booster vos audiences ? » « Non, dit-il, pour qu'ils se souviennent à quoi ressemble vraiment la justice, ce qu'elle ressent. » Maya ne parla pas. Il sortit une carte de son portefeuille et la fit glisser sur la table. « Quand vous serez prête à parler, pas avant. » Puis il partit. Elle fixa la carte longtemps, incertaine de la déchirer ou de la garder. Finalement, elle la glissa dans son sac. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'elle pliait le linge dans l'appartement, sa tante Lorraine entra depuis le couloir avec une expression légèrement suspicieuse. « Tu attends de la visite ?» Maya fronça les sourcils. « Non. Alors tu ferais mieux de venir à la porte. » Elle s'essuya les mains et suivit. Un homme grand se tenait sur le seuil, larges épaules, chemise repassée, un calme familier dans le regard. Elliot Carter Sr., vivant et debout. « J'espère que ce n'est pas trop audacieux, dit-il. Mais j'ai demandé à mon assistante de trouver votre adresse. »
Vous êtes en convalescence. Vous ne devriez pas vous déplacer comme ça. Le médecin m'a autorisé. Il a dit que l'air frais aiderait. Tout comme trouver une closure. Maya s'écarta pour le laisser entrer. Lorraine proposa du café, mais Elliot refusa poliment. Il s'assit au bord du canapé, comme s'il ne croyait pas tout à fait qu'il était le bienvenu. « J'avais besoin de voir d'où vous venez, » dit-il. « Où vous êtes retourné? C'est humble, mais solide. Comme vous. » Maya croisa les bras. « Vous n'êtes pas là juste pour complimenter mes meubles. »« Non, » admit Elliot. « Je suis ici pour faire une offre. » Elle se raidit. « Si c'est une récompense, ça ne m'intéresse pas. »« Ce n'est pas une récompense. »« Hé, dit-il rapidement. C'est une proposition, une vraie. Je dirige une fondation au nom de ma femme. Elle soutient des bourses médicales, en particulier pour les femmes de couleur. Je veux vous parrainer entièrement. Retour à l'école, licence, tout. » Maya le fixa. « Pourquoi moi? Parce que vous ne m'avez pas juste sauvé. Vous l'avez fait en étant traîné, frappé, mis en doute et vous n'avez pas arrêté. Ce genre de cœur, de compétence, de grâce, c'est rare. Je ne veux pas de pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » dit Elliot. « C'est du respect et un peu d'égoïsme. Je veux que la femme qui m'a sauvé la vie aide à en sauver d'autres à nouveau. » Maya détourna le regard, la mâchoire serrée. « Vous pensez que vous pouvez juste entrer dans ma vie et tout réparer avec une bourse? »« Non, » dit-il doucement. « Mais je peux essayer de réparer ce que des gens comme moi ont contribué à briser. » Elle laissa ces mots flotter dans l'air pendant un long moment, puis, doucement, dit « Ça fait des années que je n'ai pas porté de blouse blanche. Peut-être qu'il est temps d'en porter une à nouveau. » Elliot se leva, ajustant sa veste. « Réfléchissez-y. Prenez votre temps. Vous ne me devez rien. Mais peut-être que vous vous le devez à vous-même. » Il lui tendit un dossier épais rempli de documents, de détails et du sceau de la fondation. Puis il partit, sans attendre d'applaudissements ni de remerciements. Maya n'ouvrit le dossier qu'après le coucher du soleil. Elle s'assit à la table de la cuisine, l'ouvrit et fixa les mots. Réintégration académique complète, frais de scolarité, matériel, soutien au logement si nécessaire, lettre du conseil. Maya Williams est une candidate d'une résilience et d'une intégrité exceptionnelles. Elle toucha le papier comme s'il risquait de disparaître. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Maya se tenait devant le campus de l'école d'infirmière de l'université Emory, regardant à travers la grille en fer forgé, tandis que les étudiants entraient et sortaient des bâtiments, sac à dos sur les épaules, gobelettes de café à la main, leur vie en mouvement. La fraîcheur du début du printemps flottait dans l'air, mais les arbres commençaient à fleurir, des blancs doux et des roses s'étendant vers le ciel de Géorgie, comme s'ils avaient oublié que l'hiver avait existé. Elle resserra sa prise sur l'enveloppe d'admission. Son nom était imprimé clairement en haut, Maya Nicole Williams. En dessous, en lettres élégantes, bourse complète, attribuée par la Fondation Lillian Carter pour l'excellence médicale. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Elliot Carter Senior lui avait remis ce dossier. Elle n'avait pas dit oui immédiatement. Elle n'était pas prête. La douleur de cette nuit-là commençait à s'estomper. Mais le poids de ce qu'elle signifiait restait. Accepter la bourse, c'était comme traverser un pont qu'elle n'avait pas construit. Et pourtant, elle était là. Elle franchit la grille. Ses pas mesurés, son cœur plus lourd qu'elle ne le laissait paraître. Le campus était magnifique, oui, mais il lui rappelait aussi ce qu'elle avait perdu, qui elle était avant cette nuit à l'hôpital du comté. Lorsque sa licence avait été suspendue, sa réputation ensevelie sous la bureaucratie et la lâcheté. Mais les mots d'Elliot résonnaient dans ses oreilles. Peut-être qu'il est temps de porter la blouse à nouveau. Elle entra dans le bâtiment des admissions et suivit les panneaux jusqu'au bureau d'orientation. À l'intérieur, une secrétaire l'accueillit poliment, lui tendit un emploi du temps, une carte d'étudiante et un paquet d'informations qu'elle connaissait déjà par cœur. Puis vint le moment où la femme passa la main sous le bureau et en sortit une blouse blanche, pliée, repassée, flambant neuve. Une étiquette avec son nom y était déjà cousue. Monsieur Williams, étudiante, infirmière diplômée. « Bienvenue à nouveau, mademoiselle Williams », dit la secrétaire avec un sourire bienveillant. « Elle vous va bien ». Maya la prit à 2 mains. Elle semblait plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Pas juste du tissu, mais des années de doute, de colère, de chagrin, d'espoir, le poids du retour. Elle ne l'essaya pas tout de suite. Au lieu de cela, elle sortit du bâtiment et trouva un banc tranquille près d'une fontaine. Elle s'assit là longtemps, la blouse sur les genoux, observant les étudiants rire, partager des notes, se plaindre des professeurs, des choses normales, des choses qui lui avaient manqué. Son téléphone vibra. Un texto de Lorraine, fière de toi. Ne t'avise pas de faire marche arrière maintenant.
Puis un autre, d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Elliot Jr. Papa dit que tu es à nouveau infirmière. Je lui ai dit que tu n'avais jamais cessé de l'être. » Maya sourit. Son pouce plana au-dessus du bouton de réponse quand un autre message arriva. « PS. Tu viendras dîner un jour ? Papa cuisine. Il dit que c'est sans danger maintenant. » Elle rit doucement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix interrompit ses pensées. « Eh bien, si ce n'est pas la faiseuse de miracles d'Atlanta ?» Elle se tourna. Adam Fielder, le journaliste de Channel 8, se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, un sac de caméra en bandoulière. Elle se raidit. « Je n'ai pas accepté d'interview. Je ne suis pas là pour ça, » dit-il rapidement. « Promis. J'avais rendez-vous avec un contact dans le bâtiment d'à côté. Je t'ai vu par la fenêtre. » Elle haussa un sourcil. « Donc, tu as décidé de venir dire bonjour ? » ?»« Oui, et pour te donner ça. » Il sortit une feuille pliée de sa veste. C'était une copie imprimée d'un article. Le titre disait « Quand le courage n'est pas pratique, l'histoire de Maya Williams. Je ne l'ai pas publié, dit-il. Mon rédacteur en chef l'a approuvé. Je l'ai retiré. » Maya cligna des yeux. « Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas à moi de raconter cette histoire. Pas sans toi. » Elle le regarda surprise. La plupart des journalistes s'en ficheraient. « Moi non, dit-il. J'ai vu quelque chose cette nuit-là. Quelque chose de plus grand que les gros titres. J'ai vu une femme faire ce que personne d'autre n'aurait fait. Et puis j'ai vu des gens essayer de déformer ça. Cette histoire mérite mieux qu'un cycle d'actualité. » Il posa l'article à côté d'elle sur le banc. « Si tu veux un jour la raconter à ta manière, je serai là, sans pression, sans hâte. » Maya hocha lentement la tête. « Merci. » Adam fit mine de partir, puis s'arrêta. « Tu retournes vraiment en médecine ?»« Oui, » dit-elle, soulevant la blouse de ses genoux. « Une classe à la fois. »« Ben, » dit-il. « Atlanta a besoin de toi, même si elle ne le sait pas encore. » Quand il partit, Maya se leva enfin, déplia la blouse blanche et l'enfila sur ses épaules. Ce n'était pas de la rédemption, c'était une reconquête. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Lorraine prépara du pain de maïs et des légumes verts. « Parce que la comfort food, c'est sacré, » dit-elle. Maya s'assit à la table de la cuisine, toujours en blouse, feuilletant des manuels déjà cornés et surlignés. « On dirait que tu n'es jamais partie, » sourit Lorraine, l'observant depuis l'autre côté de la pièce. « J'ai l'impression de commencer tout juste. » On frappa à la porte. Lorraine haussa un sourcil. « Tu attends quelqu'un ?» Maya secoua la tête et ouvrit la porte. Debout là, tenant un petit bouquet de tournesol et un sourire nerveux, se trouvait Elliot Jr. Il portait une cravate bien trop grande pour lui. Derrière lui, Elliot Senior tenait un plat à gratin maladroitement dans ses deux mains. « On a apporté le dîner », dit Elliot Senior. Elliot a cuisiné. « J'ai remué », corrigea le garçon fièrement. Maya resta figée, stupéfaite. Lorraine passa la tête par-dessus l'épaule de Maya. « Eh bien, ne laissez pas la nourriture refroidir. Entrez donc. » Alors que le garçon se précipitait à l'intérieur, traînant une odeur de fromage fondu et quelque chose de vaguement italien, Maya regarda Elliot Senior. « Je n'ai pas encore dit oui pour le dîner. »« Je sais, » dit-il. « J'espérais que ton appétit dirait oui. » Elle le fixa un moment, puis s'écarta. « D'accord ?» dit-elle. « Mais si c'est mauvais, je repars avec le plat. » Il rit. À l'intérieur, les lumières étaient chaudes. La nourriture était réelle, et pour la première fois depuis des années, Maya ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir. Un foyer. Le gratin était étonnamment correct. Pas excellent. Elliot Jr. avait eu la main lourde sur l'origan, et la couche supérieure de fromage avait brûlé dans un coin. Mais c'était chaud, nourrissant, et surtout, préparé avec le genre de soin qui ne vient pas des recettes. Maya était assise à la table, toujours en blouse blanche, l'odeur de pâte cuite se mêlant au léger parfum de lavande de l'assainisseur d'air de Lorraine. Elliot Jr. avait déjà fini sa première assiette et attaquait la deuxième. Parlant avec animation de son envie de devenir scientifique, pompier et peut-être aussi cardiologue, comme celui qui avait aidé son papa, Elliot Senior rit doucement des ambitions de son fils. « Multitâche, dit-il. » Maya lui lança un regard en coin. « Je ne pensais pas que les milliardaires faisaient des gratins. »« Je n'en faisais pas, » répondit-il en chuchotant faussement. « Mais j'ai regardé une femme sur YouTube le faire 2 fois. » Lorraine, assise en face d'eux, laissa échapper un petit rire. « Pas mal pour un homme avec 5 assistants. »« Seulement 4 maintenant, » dit Elliot. « L'un a démissionné après que je lui ai demandé d'organiser mon étagère à épices. » La conversation était légère, fluide dans le petit appartement, mais sous les rires, sous le tintement des fourchettes et les histoires d'un garçon de 5 ans avec plus d'énergie que de raison, Maya sentit une tension monter. Pas une tension désagréable,
mais celle qui signalait que quelque chose arrivait, quelque chose qu'elle devrait affronter. Elle le ressentit surtout quand Elliot Senior devint silencieux. « Ça va ?» lui demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « J'ai beaucoup réfléchi. À tout. Ça couvre beaucoup de terrain. » Il posa sa fourchette et la regarda directement. Je pensais comprendre comment le monde fonctionnait, à qui je pouvais faire confiance, à quoi ressemblait le danger. Maya resta silencieuse, le laissant arriver là où il voulait. Mais cette nuit-là, la façon dont vous avez lutté pour me sauver, même en étant frappé, tiré, mis en doute, oh s'il déglutit, vous n'avez pas arrêté. Elle se recula. Je n'avais pas le temps de douter. Si j'avais hésité, vous seriez mort. La plupart des gens seraient partis. Peut-être, dit-elle. Mais votre fils ne m'a pas laissé faire. Elliot Jr. intervint, la bouche pleine de pain de maïs. Elle est une vraie héroïne, papa, comme dans les films. Maya lui sourit. Les héros n'ont généralement pas de côte meurtrie et de loyer en retard, petit. On peut avoir les deux, répondit-il avec assurance. Le moment s'attarda, puis on frappa à la porte. 3 coups secs. Lorraine se leva méfiante. Tu attends quelqu'un d'autre? Maya secoua la tête. Elliot Senior se raidit subtilement. Elle s'approcha prudemment de la porte et l'ouvrit. Une femme en manteau beige, la quarantaine, rouge à lèvres vifs et yeux expérimentés, se tenait là. Elle montra un badge de presse. « Mademoiselle Williams, je suis Camille Rost, du Atlanta Register. J'espérais avoir un moment de votre temps. » Maya ne cacha pas son irritation. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Camille ne broncha pas. De la même manière que toutes les bonnes histoires trouvent leur source, la persévérance et un peu d'aide de quelqu'un qui pense que votre voix compte. Adam Fielder. Camille offrit un léger hochement de tête. Elliot Senior apparut derrière Maya. Son attitude changea dès qu'il vit Camille. « Mademoiselle Rost, » dit-il la voix froide. « Je crois que vous avez déjà reçu notre déclaration par l'intermédiaire de nos avocats. »« C'est exact, » répondit-elle. « Mais je ne suis pas là pour vous, monsieur Carter. Je suis là pour elle. » Elle se tourna vers Maya. « Puis-je entrer ?» Maya la fixa un moment, puis s'écarta. Camille entra, jeta un coup d'œil au salon de Lorraine, petit, soigné, décoré de versets bibliques encadrés et d'une horloge murale en forme de coque, et s'assit prudemment sur le bord du canapé fleuri. « Je ne suis pas là pour fouiller dans la boue, » commença Camille. « Mais les gens ont besoin d'entendre la vérité de votre bouche. » Maya croisa les bras. « Et quelle vérité? Que j'ai fait un massage cardiaque pendant qu'on me tirait et me frappait. Que j'ai été traité comme une criminelle jusqu'à ce que votre milliardaire de contes de fées se porte garant pour moi. » Camille resta calme. Le public ne connaît pas les détails. Ils connaissent des murmures, des fils sur Internet, des spéculations. Vous avez été désigné comme une menace avant même qu'ils ne sachent votre nom. La mâchoire de Maya se serra. Je vous donne une chance de raconter l'histoire à votre manière. Continua Camille, sans filtre. Votre voix, vos mots, pas les miens. Elliot Senior intervint, le ton ferme. Si c'est pour transformer l'histoire en clic, ce n'est pas ça, Bi interrompit Camille. Franchement, ça n'a pas besoin d'être transformé. Les faits suffisent. Maya passa de Camille à Elliot, puis à Lorraine, qui se tenait dans l'embrasure de la cuisine avec un torchon à la main et de l'inquiétude dans les yeux. Enfin, Maya parla. « Qu'est-ce que je dirais même ?» Camille sourit, pas de manière charmeuse, mais comme pour dire merci de ne pas avoir fermé la porte. « Vous diriez ce qui s'est passé, que vous aviez peur, que vous avez agi quand même, que vous n'attendiez pas de gratitude mais ne méritiez pas la suspicion, que parfois, quand un enfant vous supplie de sauver son père, vous ne vous arrêtez pas pour demander qui il est, vous le faites, c'est tout. » Le silence qui suivit était lourd. Elliot Jr., indifférent à la tension des adultes, se pencha vers Maya et chuchota. « Tu devrais leur dire, tu es plus courageuse que n'importe qui. » Elle regarda Camille. « Une interview, à mes conditions, une seule version, la vérité. » Camille hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Quand la journaliste partit, Maya se rassit à la table, l'appétit envolé, mais sa détermination aiguisée. Elliot Senior la regarda. « Tu es sûr de toi ?»« Non, » dit Maya. « Mais je suis fatiguée de laisser les autres écrire mon histoire pour moi. » Elle se leva, jeta un coup d'œil à la blouse blanche toujours accrochée à la chaise et ajouta doucement. « Il est temps qu'ils entendent toute la vérité, même si ça fait mal. » Les lumières du petit studio d'enregistrement étaient douces, mais concentrées. Pas d'ampoule clignotante, pas de maquilleur, juste une caméra, une table, 2 micros et les mains de Maya posées calmement devant elle. Camille Rost s'assit en face, vêtue d'un bleu marine discret. Un carnet ouvert, mais à peine utilisé. Elle avait déjà fait le travail de fond. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était la vérité.
pas des anecdotes. La vidéo était filmée pour un segment intitulé « Une nuit, un choix ». Elle serait diffusée dans une semaine. Mais Maya avait le dernier mot avant sa publication. Pourtant, la lumière rouge de l'enregistrement brillait comme un jugement. « Vous êtes prête ?» demanda Camille doucement. Maya ne hocha pas la tête. Elle leva simplement les yeux et commença à parler. « J'attendais un bus quand il m'a trouvé. Juste un petit garçon, trempé, à peine assez grand pour lasser ses chaussures. Il m'a regardé avec ses grands yeux et a dit « Madame, s'il vous plaît, sauvez mon papa. » C'était tout. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste une supplication. Elle marqua une pause. Les mots flottaient dans l'air comme le moment lui-même. Je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Son père était affalé sur le volant, froid, respirant à peine. J'ai vérifié son pouls et j'ai commencé le massage cardiaque. Je n'avais pas de sac médical, de gants, d'équipe, juste mes mains et ma mémoire. Camille n'interrompit pas. Maya continua, la voix stable mais douce. J'étais infirmière avant, formée, certifiée. J'ai perdu cette licence après avoir dénoncé quelqu'un avec plus de pouvoir que moi. Ils ont appelé ça de l'insubordination. Moi, j'ai appelé ça de l'intégrité. Ses doigts se crispèrent légèrement sur la table. Cette nuit-là, rien de tout ça n'avait d'importance. J'ai vu un homme mourir et j'ai choisi de me battre pour lui. Je n'ai pas demandé qui il était. Je ne savais pas qu'il était milliardaire. Je ne connaissais ni son nom, ni ses opinions politiques. Tout ce que je savais, c'était que son enfant me regardait. Elle déglutit, sa mâchoire se serra. Puis sa mère est arrivée. Elle marqua une nouvelle pause, non pour le drame, mais pour contenir ses émotions. Elle a vu une femme noire penchée sur son fils et a supposé le pire. Elle a crié, elle m'a frappé, elle m'a tiré loin de lui. J'ai essayé d'expliquer, mais elle n'a pas écouté. La caméra ne broncha pas plus que Camille. Je suis retourné vers lui quand même, parce qu'il mourait et que j'étais la seule à savoir comment l'arrêter. Alors, je l'ai fait, même en étant accusé, même en étant frappé, même quand les flics sont arrivés et m'ont menotté sans poser une seule question. Sa voix vacilla légèrement, mais ne se brisa pas. Je ne l'ai pas fait pour des applaudissements ou un pardon. Je l'ai fait parce que la vie est sacrée et parce que cet enfant me regardait comme si j'avais de l'importance. Elle se pencha en avant, le ton changeant légèrement. On parle de justice dans ce pays, comme si c'était quelque chose qu'on trouve dans les tribunaux et les lois. Mais parfois, la justice, c'est juste une femme qui fait ce qui est juste dans l'obscurité, même quand personne ne la croit. Surtout dans ces moments-là. Camille se recula. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était mérité. « Merci, Maya », dit-elle. « C'est tout ce dont j'avais besoin. » Maya hocha la tête. Plus tard ce soir-là, la vidéo brute lui fut envoyée sur son téléphone. Elle la regarda seule à la table de la cuisine, écouteurs branchés, les lumières tamisées. Quand vint la partie où elle décrivait avoir été frappée, elle frotta instinctivement son épaule. Les bleus avaient là presque disparu, mais leur souvenir restait vif. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Au lieu de cela, elle cliqua sur « Approuver » et renvoya la vidéo. Le segment fut diffusé le dimanche soir suivant. Il s'ouvrit sur une image fixe de la Bentley sous la pluie, les lumières d'urgence clignotant en arrière-plan. La voix de Camille narrait, mais le cœur du reportage était les mots de Maya. Quelques minutes après sa diffusion, il devint viral. Pas parce qu'il était dramatique, pas parce qu'il était politique, mais parce qu'il était honnête. Le lundi matin, la boîte de réception de Maya était pleine. Des messages d'infirmières poussés hors des hôpitaux. Des femmes qui avaient survécu à la discrimination en silence. Des inconnus la remerciant pour son courage. Un médecin de Boston lui proposa un programme de mentorat. Un avocat des droits civiques offrit de rouvrir son dossier de licence gratuitement. Plus surprenant encore, une lettre arriva, écrite à la main dans une écriture élégante. « Chère mademoiselle Williams, j'ai regardé votre interview. Pour la première fois, je n'ai pas vu une menace. J'ai vu de la grâce. J'ai honte de la façon dont je vous ai traité. J'y travaille. Merci de montrer à mon petit-fils ce qu'est la vraie force. Hélène Carter. » Maya la lut 3 fois, puis la plia et la rangea dans son journal. À l'hôpital, Elliot Senior la retrouva dans le hall d'entrée avec 2 gobelets de café. « Je l'ai vue, » dit-il. Elle hocha la tête, prenant un café. « Ça va ce que j'ai dit ?» J'étais soulagé. Ils marchèrent lentement dans le hall. « Vous n'avez pas juste raconté votre vérité ?» dit-il. « Vous avez aussi raconté la mienne. Et ça me fait peur, d'une bonne manière. » Elle sourit. « Vous vous y habituerez. » Il la regarda, sérieux. « Vous avez tout changé, Maya. Vous n'avez pas juste sauvé ma vie. Vous m'avez fait la voir différemment. » « Ce n'est pas mon travail, » répondit-elle. « Non, » dit-il, « mais c'est peut-être votre don. » Alors qu'ils passèrent devant le comptoir de la réception, une jeune infirmière noire croisa le regard de Maya.
Mademoiselle Williams, dit-elle. Maya se tourna. Je voulais juste vous dire merci de nous avoir donné la permission de ne plus nous taire. La gorge de Maya se serra. Elle fit un petit signe de tête respectueux. Merci de l'avoir dit. Quand ils sortirent, le soleil se couchait dans un éclat doré derrière l'horizon. Elliot Jr. courait devant, poursuivant un pigeon en riant. « Vous n'allez pas disparaître à nouveau, n'est-ce pas ?» demanda Elliot Senior. « Non, » dit Maya. « J'ai passé assez de temps à être invisible. » Et tandis que la ville exhalait derrière eux, la femme autrefois accusée, autrefois réduite au silence, autrefois meurtrie, avançait, les épaules droites et la voix enfin à elle. Elliot Carter Senior regardait par la fenêtre du 12e étage du Carter Financial Group, le regard fixé sur l'horizon qu'il pensait autrefois posséder. Le soleil matinal scintillait sur les vitres des gratte-ciel, mais ses pensées n'éternaient pas sur les rapports trimestriels ou les introductions en bourse. Elles étaient encore à la table de la cuisine de Maya et sur l'émission qui avait secoué la ville quelques jours plus tôt. La salle de réunion derrière lui bourdonnait doucement. Une demi-douzaine de directeurs remuaient des papiers, s'éclaircissaient la gorge, échangeaient des regards méfiants. Elliot avait convoqué cette réunion d'urgence sans ordre du jour. Cela seul les déstabilisait. Les milliardaires ne faisaient pas de surprise, pas en affaires. Quand il se tourna enfin pour leur faire face, sa voix était calme mais tranchante. « Nous devons parler d'héritage. » Cela attira leur attention. « Héritage » aboya Raymond Clenay, responsable de la stratégie, la soixantaine, avec une montre valant plus que certaines petites voitures. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous devons d'abord régler les retombées des actionnaires après le segment de Channel 8. »« C'est ce que je fais, » répondit Elliot calmement. « Maya Williams est notre héritage maintenant, ou plutôt, la façon dont nous répondons à son histoire l'est. » Des murmures parcoururent la table. « Êtes-vous en train de suggérer que nous publions une déclaration publique ?» demanda un directeur. « Non, dit Elliot. Je suggère que nous agissions. Pas de coût médiatique, pas de gestion de crise, une véritable réforme. » Le directeur financier, un homme plus jeune nommé Garrett, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» Elliot s'avança. « Cela signifie évaluer chaque division où des préjugés inconscients ont pu influencer l'embauche, la discipline ou les promotions. Cela signifie financer des bourses, pas seulement par notre fondation, mais en l'intégrant dans la politique de l'entreprise. Et cela signifie réexaminer la diversité de notre conseil d'administration dès aujourd'hui. » Raymond se pencha en avant. « C'est une question de culpabilité, n'est-ce pas ?»« Non, dit Elliot. C'est une question de vérité et de courage. Quelque chose qu'une femme sans $1 à son nom a montré plus que la plupart d'entre nous réunis. » Quelqu'un murmura « Il est sérieux. » Elliot balaya la salle du regard. Ce n'était plus l'homme fatigué dans un lit d'hôpital, mais celui qui avait bâti un empire brique par brique. Sa voix baissa. « Vous pensez que c'est de la charité ? Ce n'est pas ça. C'est une correction. C'est une justice qui est attendue depuis longtemps, et c'est rentable. Vous voulez que le public nous fasse confiance ? Montrez-leur pourquoi ils le devraient. » Pendant un moment, personne n'osa parler. Puis, lentement, une main applaudit. C'était Eloise Patterson, la conseillère juridique en chef de l'entreprise, l'une des rares femmes et la seule femme noire de l'équipe exécutive. C'est la première fois en des années que j'entends ce conseil parler de faire quelque chose, plutôt que de cacher quelque chose. Elliot lui fit un signe de tête. « Voulez-vous diriger l'audit interne ?»« Avec plaisir, » dit-elle. Et pour info, il était sacrément temps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Maya se tenait devant l'ancienne clinique de Peachtree Road. Autrefois un centre de santé communautaire dynamique, il avait fermé des années auparavant faute de financement, comme tant d'autres servant les familles à faible revenu. Aujourd'hui cependant, une nouvelle enseigne était en train d'être installée. Centre de soins communautaire Maya Williams, ouverture prochaine. Elle n'arrivait pas à y croire, pas parce qu'elle n'en avait pas rêvé, mais parce que c'était vraiment en train de se produire. Le financement, un mélange de soutien de la Fondation Carter et d'une vague de dons affluents après l'interview. Certains gros, la plupart petits, beaucoup accompagnés de notes anonymes. « Ma fille est vivante, parce qu'une infirmière comme vous n'a pas abandonné. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi la médecine. Merci d'avoir protégé nos fils quand personne d'autre ne l'a fait. » À l'intérieur, les murs étaient peints, des tables d'examen livrées. Maya parcourait l'espace, un clipboard à la main, saluant les bénévoles, répondant aux questions. Sa blouse blanche portait désormais le nom du centre brodé sur le cœur. Lorraine suivait de près, portant un plateau de limonade. « Ça semble réel maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Maya, et un peu terrifiant. « Tu as affronté pire. » Maya sourit. «
C'est le problème. Je commence à m'habituer à me battre. Lorraine lui tendit un gobelet. Eh bien, bats-toi intelligemment cette fois. Cet endroit n'est pas juste une clinique. C'est un symbole. Ils viendront pour lui. Je sais, dit Maya doucement, mais ils devront passer par moi. Ce soir-là, dans le domaine Carter, Elliot Senior était assis dans son bureau, sirotant un verre de thé au lieu de bourbon. Son fils dormait à l'étage. Sa mère silencieuse quelque part dans le couloir, encore en train de digérer tout cela. La porte grinça. Helen Carter se tenait là, la posture raide. « J'ai vu l'inauguration », dit-elle. Elliot attendit. Elle l'a nommé d'après elle. Elle a gagné ce droit. Hélène le regarda, l'assied dans son dos, s'adoucissant lentement. « Elle me rappelle ta femme. » Elliot cligna des yeux. « Comment ?» Liliane n'attendait jamais la permission non plus. Il y eut un silence entre eux. « Elle sera attaquée, » dit Hélène. « Tu le sais, par ceux qui ne veulent pas de changement. »« Je la protégerai, » répondit Elliot. Hélène s'approcha. « Non, tu te tiendras à ses côtés, pas au-dessus, pas devant, à côté. » Puis elle tourna les talons et quitta la pièce. Elliot resta là longtemps, regardant le feu mourant. Le monde changeait, et cette fois, il ne résistait pas. Il aidait enfin à le faire tourner. Tout commença par une vitre brisée. Maya reçut l'appel juste après 3 heures du matin. Son téléphone vibra furieusement sur la table de nuit, la tirant du premier sommeil profond qu'elle avait eu depuis des semaines. Elle répondit par instinct. « Ici, Maya. »« Mademoiselle Williams, c'est le sergent Holden de la police d'Atlanta. Vous devriez venir à la clinique. » Son cœur s'effondra. Que s'est-il passé? Il y a eu une effraction. Ça ressemble à du vandalisme. Pas de blessés. Mais vous voudrez le voir vous-même. Elle était déjà debout, enfilant un jean et un sweat. Lorraine se redressa, groggy, depuis le canapé où elle s'était endormie en regardant des jeux télévisés. « Ah, qu'est-ce que c'est ?»« La clinique ?» dit Maya. Quelqu'un s'est introduit. 10 minutes plus tard, les phares de sa voiture percèrent le parking, alors qu'elle arrivait sur une scène de lumière rouge et bleue clignotante. Des officiers s'affairaient avec des carnets et des gants, et du ruban jaune barrait les portes vitrées du centre de soins communautaire Maya Williams. Sa poitrine se serra alors qu'elle sortait. La vitre avant avait été brisée vers l'intérieur. Des éclats de verre jonchèrent le trottoir. De la peinture en bombe barrait la façade en briques en lettres noires hideuses. « Reste à ta place. Pas une héroïne. Les vies blanches comptent aussi. » Maya resta là, l'expression vide, mais sa respiration se bloqua. Elle ne tressaillit pas, ne cria pas, ne pleura pas, mais quelque chose en elle se fissura. Le sergent Holden s'approcha. C'était un officier noir plus âgé, expérimenté, respectueux. « Nous pensons que c'est arrivé il y a environ 40 minutes. Les caméras ne fonctionnaient pas encore. L'électricien était prévu pour jeudi. Nous allons fouiller le quartier, recueillir des témoignages, mais... » Il savait ce qu'il faisait, en termina Maya pour lui. Il hocha la tête sombrement. Lorraine arriva quelques minutes plus tard, nouant encore son foulard, les yeux écarquillés en voyant les dégâts. La voix de Maya restait calme. « Ils sont entrés ?»« Non, » dit l'officier. « On pense qu'ils voulaient en faire passer un message. »« Eh bien, » murmura Maya, « moi aussi. » À 9 heures du matin, l'histoire était déjà dans les nouvelles. Une vidéo par drone du vandalisme passait sur 3 chaînes locales. Les talk-shows s'enflammaient avec des opinions tranchées. Certains saluèrent Maya comme un symbole d'unité, attaqué par la haine, tandis que d'autres se demandaient si toute cette attention l'avait rendue cible ou même suggérait qu'elle l'avait cherchée. Adam Fielder appela. « Je peux t'aider à rédiger une déclaration si tu veux. Je n'ai pas besoin de reformuler ce qu'ils ont fait, » prédit Maya. « Mais tu peux filmer ce que je vais faire ensuite. » Quelques heures plus tard, une conférence de presse fut organisée devant le bâtiment encore endommagé. Maya se tenait derrière un podium, flanquée de 2 employés de la clinique et de Lorraine à ses côtés. Pas de prompteur, pas de discours préparé. Elle parlait depuis un endroit plus profond. « Il y a quelques jours, je me tenais ici et j'ai dit au monde que j'étais prête à servir à nouveau, à guérir à nouveau. Et hier soir, quelqu'un, ou plusieurs personnes, a décidé de me rappeler que guérir n'est pas bienvenu pour tout le monde. » Elle désigna le vandalisme, maintenant à moitié couvert par une bâche. Ils ont essayé de faire taire un lieu construit pour les soins, pour les corps brisés, pour les mères épuisées, pour les enfants effrayés, pour les non-assurés, pour les oubliés. Ils pensaient qu'en utilisant la peur, je partirais. Elle s'avança, la voix plus forte. « Eh bien, me voici. Je ne pars pas. Je tiens bon, parce que ce bâtiment n'est pas juste de la brique et du verre. C'est une promesse. Et je ne brise pas les promesses. » Les reporters prenaient des photos frénétiquement. Je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas effacer. Et pour chaque message qu'ils ont peint, j'en ai un pour eux.
Elle sortit une pancarte blanche dessous le podium. En gros marqueur noir, il était écrit « C'est ma place ». La foule explosa. Certains pleuraient, certains applaudissaient. D'autres restaient simplement là, stupéfaits, regardant une femme qui non seulement refusait de fléchir, mais déclarait la guerre au silence. Ce soir-là, Elliot Senior arriva sans prévenir. Maya rangeait des papiers dans le bureau arrière de la clinique. Ses phalanges étaient encore éraflées après avoir aidé à barricader la fenêtre. « J'ai vu la conférence de presse », dit Elliot. « Vous étiez magnifique. » Elle ne leva pas les yeux. « Ça ne devrait pas être aussi difficile. »« Non, ça ne devrait pas. Mais c'est le cas, et c'est pourquoi vous comptez. » Il entra plus loin, posa un dossier manille sur son bureau. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Des propositions de sécurité. Nous installerons des caméras de surveillance, renforcerons le verre, mettrons en place des lumières à détection de mouvement, discrètement, mais efficacement. » Maya marqua une pause. « Ça vient de Carter Financial ?»« Non, dit-il. Ça vient de moi. » Elle leva enfin les yeux, fatiguée mais résolue. « Merci. » Il s'approcha. « Maya, je sais que vous n'avez pas demandé ce projecteur. Vous n'avez pas demandé à être le visage de quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que votre force est l'histoire. Et c'est celle qu'ils continueront d'essayer d'arrêter. Je ne suis pas une martyre, dit-elle. Je suis juste fatiguée de fuir. Elliot hocha la tête. Alors laissez-les fuir, eux. Il y eut un silence entre eux. Elliot, dit Maya doucement, vous souhaiteriez parfois que les choses soient plus simples ? C'est à toi, là, répondit-il. Mais ensuite, je me souviens que la simplicité n'a jamais rien changé. Le lendemain matin, Maya retourna à la clinique et trouva quelque chose accroché à la porte. Quelqu'un avait écrit sur un grand panneau blanc à l'encre bleue. « Elle a sauvé une vie. Elle nous a donné de l'espoir. Vous ne pouvez pas faire taire la vérité. » En dessous, il y avait près d'une centaine de signatures. Maya n'eut pas besoin de demander d'où elle venait. Le quartier avait parlé et le message était clair. Cette histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Une semaine s'était écoulée depuis l'effraction, et Maya avait retrouvé son rythme, si on pouvait appeler ça ainsi. De longues journées à la clinique, des cours du soir à Emory, des papiers, des dossiers de patients, des demandes de subventions, des réunions du conseil. Il y avait des moments où elle oubliait presque de manger, mais la douleur dans son dos était une preuve de progrès. Elle la portait comme une armure. Pourtant, elle n'avait pas oublié cette sensation, ce frisson étrange qu'elle ressentait chaque fois qu'elle éteignait les lumières la nuit, comme si quelque chose l'observait. Le jeudi soir, Lorraine l'appela dans le hall d'entrée. « Tu as de la visite », dit-elle. Maya leva les yeux de son bureau, frottant sa tempe. « Je ne suis pas d'humeur pour plus de caméras. »« Pas un journaliste ?» dit Lorraine, la voix basse. Un homme, il dit qu'il travaillait avec Elliot Senior. Cela fit réfléchir Maya. En entrant dans le hall, l'homme se tenait près de la fenêtre. Grand, la cinquantaine, manteau coûteux, cheveux gominés, une mallette serrée comme si elle contenait des secrets. Quelque chose en lui ne semblait pas juste. Il sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Williams, dit-il. Ravi de te vous rencontrer. Je m'appelle Nathan Voss. » Maya ne lui serra pas la main. « Que puis-je pour vous, monsieur Voss ? Je suis ici en tant qu'ami de la famille Carter. Elliot et moi, ça remonte à des décennies. À l'université, en fait. » Maya haussa un sourcil. « Il ne vous a jamais mentionné. »« Eh bien, dit Nathan avec un sourire mince, tous les chapitres ne méritent pas d'être relus. » Elle ne répondit rien. « J'ai entendu parler du vandalisme, » continua-t-il. « Regrettable, mais prévisible. Vous avez attiré beaucoup d'attention. Pas toujours la bonne. » Maya croisa les bras. « Si vous êtes ici pour me dire de reculer, ne vous fatiguez pas. J'ai été menacé par mieux que vous. » Il gloussa. « J'admire votre fougue, vraiment, mais je suis ici pour offrir une perspective. » « Mais si, toujours. » Nathan s'approcha, baissant la voix. « Il y a des gens puissants, qui pensent que ce récit d'infirmière héroïque est dangereux, qu'il établit un précédent. Ça rend certains donateurs nerveux, surtout alors que Carter Financial se prépare à une expansion. Et qu'est-ce que ma clinique a à voir avec leur portefeuille ? Tout, dit-il simplement. Vous êtes devenue un symbole, mademoiselle Williams. Et les symboles sont difficiles à contrôler. Quand vous parlez, les gens écoutent. Quand vous vous tenez debout, d'autres suivent, et ça rend des hommes comme moi mal à l'aise. La mâchoire de Maya se serra. Tant mieux. Nathan gloussa encore, sans chaleur. Je ne suis pas votre ennemi, dit-il. Mais je ne suis pas non plus ici pour perdre. Alors vous n'auriez pas dû venir. Bon, répondit Maya. Il y eut une pause. Puis sa voix baissa encore. Vous savez, les réputations sont fragiles. Une mauvaise histoire, un dérapage, un vieux dossier, et les gens commencent à poser des questions.
Êtes-vous sûr de vouloir ce genre d'attention » Maya le fixa, puis marcha lentement vers le comptoir de la réception, ramassa un prospectus plastifié qui disait « Personne ne fait taire les soins. » Personne n'enterre la vérité. Elle le lui tendit. « Mettez ça sur votre frigo, » dit-elle. Comme ça, vous n'oublierez pas à qui vous avez affaire. Nathan le prit avec un rictus. « Je vois pourquoi Elliot vous aime. Je ne suis pas ici pour être aimé, » dit-elle. « Je suis ici pour construire, et je ne me fais pas facilement peur. » Il se tourna pour partir. « Soyez prudente, mademoiselle Williams. Vous ne défiez pas seulement le système. Vous le menacez. » Elle le regarda sortir, la porte se refermant derrière lui comme un avertissement final. Ce soir-là, Elliot Senior appela. « On vient de m'informer que Nathan s'est présenté à votre clinique. » Maya ne se retint pas. « Vous voulez me dire pourquoi un homme avec un nom de méchant vient de menacer de me détruire ?» Elliot soupira. « Nathan fait partie de l'ancienne garde. Il était le bras droit de mon père pendant des années. Un maître pour protéger nos intérêts, même s'il fallait brûler des ponts. Il n'est pas subtil. Non, mais il n'est pas stupide non plus. S'il est venu me voir, ça veut dire que la pression monte. » Maya se frotta le front. « Je ne recule pas, Elliot. Je ne vous le demande pas, » dit-il fermement, « mais je vous demande d'être prudente. Ils ne s'attaqueront pas seulement à votre réputation. Ils s'en prendront à votre financement, à votre bâtiment, à vos gens. J'ai l'habitude de me battre avec rien, » répondit-elle. « Je sais, » dit-il doucement. « Mais maintenant, vous avez quelque chose, et c'est ce dont ils ont peur. » Il y eut un long silence. « Regrettez-vous de m'avoir sorti de cette voiture ?» demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux. « Non, mais je regrette que faire ce qui est juste m'ait rendu une cible. »« Oh, vous n'êtes plus seule maintenant, Maya. Et ça fait 2 la cible. » 2 nuits plus tard, elle trouva une enveloppe blanche glissée sous sa porte. Pas de nom, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une photo. Une image floue de Lorraine verrouillant la clinique la nuit. Une seconde, Elliot Jr. au terrain de jeu, le dos tourné. Et une autre, un cliché flou de Maya elle-même, marchant seule depuis sa voiture. Pas de menace, pas de mots, juste le silence. Maya les fixa longtemps. Puis, calmement, elle rassembla les photos, les plaça dans un dossier et composa le numéro du sergent Holden. « Il est temps d'allumer les caméras », dit-elle. Le nouveau système de sécurité émettait un bip discret alors que Maya verrouillait les portes de la clinique ce soir-là. Les caméras de surveillance clignotaient en rouge à chaque coin, les capteurs de mouvement synchronisés avec le commissariat à proximité et des boutons de panique discrètement intégrés sous les bureaux. Mais son estomac se nouait toujours, car la peur n'avait pas besoin de porte. Elle s'infiltrait avec chaque ombre, chaque voiture inconnue garée trop longtemps de l'autre côté de la rue, chaque bourdonnement sourd de la ligne téléphonique quand personne ne parlait à l'autre bout. Lorraine avait ramené Elliot Jr. à la maison plus tôt ce soir-là. Elliot Senior avait insisté pour que Maya garde une équipe de sécurité en attente. L'un de ses hommes de confiance, un ancien militaire, se tenait maintenant de l'autre côté de la rue, feignant de consulter son téléphone. Mais même cela ne calmait pas la tempête en elle. Elle examinait des dossiers de patients dans le bureau arrière quand l'alerte retentit. Pas les capteurs de mouvement, la caméra de l'allée arrière. Elle l'ouvrit. L'image était granuleuse au début, puis un mouvement. Un homme encapuchonné, immobile, presque trop immobile. Puis il s'avança vers l'entrée latérale. Le cœur de Maya s'emballa. Elle appuya sur l'alarme silencieuse. Le temps de réponse de la police était rapide, moins de 5 minutes maintenant. Mais en 5 minutes, tout pouvait arriver. Elle s'avança dans le couloir, en silence. Ses baskets blanches glissant sans bruit sur le sol en linoléum. Sa respiration légère. Les clés dans une main, le téléphone dans l'autre. Elle entendit la porte métallique vibrer, puis une voix. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous », grogna une voix grave depuis l'ombre derrière elle. Elle se retourna. C'était lui, Nathan Voss, plus dans son costume impeccable, mais dans une veste sombre, les yeux brillants d'une lueur bien plus froide que les affaires. « Vous avez forcé l'entrée » demanda-t-elle, stupéfaite. « Pas exactement », dit-il, brandissant une carte magnétique. Son estomac se serra. « Comment ?» Il s'approcha. « Ce qu'il y a avec les institutions historiques, Maya, c'est qu'elles sont construites sur des couches. Et j'ai été dans la fondation plus longtemps que vous n'êtes en vie. Vous êtes en infraction. Et vous empiétez sur l'histoire. » Lâcha-t-il. « Vous pensez que parce que quelques donateurs vous ont fait des chèques et que quelques caméras ont aimé votre visage, vous êtes à votre place ici. » Elle recula vers le comptoir de la réception, ses doigts glissant sous le bureau. « Ce bâtiment allait être transformé en condo avant que votre histoire larmoyante ne passe à l'antenne. » Grogna Nathan. « Vous avez détourné le récit.
Vous pensez qu'Elliot va vous protéger pour toujours? Vous êtes une cause temporaire. Dès que vous deviendrez trop coûteuse, trop bruyante, trop noire, il vous laissera tomber. Maya ne tressaillit pas. Vous avez fini? Nathan inclina la tête. Pas encore. Il plongea la main dans sa veste. Elle appuya sur le bouton de panique. Un bourdonnement aigu résonna dans la clinique. Puis un clic. Nathan s'arrêta. C'était une erreur. Non, dit Maya. Venir ici était votre erreur. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant rapidement. Le visage de Nathan se tordit, la rage perçant à travers son vernis. Vous pensez qu'ils vont vous protéger? Ricana-t-il. Vous pensez que la police est votre amie maintenant? Après tout ça, vous n'avez toujours pas compris. Vous êtes un gros titre, Maya, pas une héroïne. Maya s'avança pleinement dans la lumière. Non, dit-elle doucement. Je suis le jugement. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent dans le parking dans un crissement. Les projecteurs illuminèrent les fenêtres. La porte arrière claqua alors que les officiers se précipitaient à l'intérieur, armes dégainées. Nathan tenta de bouger, trop tard. « Main visible !» cria le sergent Holden menant la charge. Nathan hésita. Mauvais choix. Il fut plaqué au sol avec force, menotté et traîné dehors avant de pouvoir protester. Alors que les officiers sécurisèrent la zone, Holden se tourna vers Maya. « Ça va ?» Elle expira pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures. « Maintenant, oui !» Il lui adressa un lent hochement de tête. « On va le traiter. Intrusion, harcèlement, possibles accusations de complot. On va creuser. Je vous le promets. » Le lendemain matin, la vidéo avait fuité. Pas par Maya, pas par la police, par Elliot Senior. Les images de Nathan entrant par effraction. L'audio de sa tirade raciste. Toute la confrontation publiée sur les réseaux sociaux officiels de Carter Financial avec une légende simple. Nous ne protégeons pas les dissimulations. Nous protégeons la vérité. Cela devint viral en moins d'1 heure. Le conseil d'administration de Carter Financial s'affola. Les médias déchirèrent Nathan Voss. Les donateurs le révoquèrent de toutes les fondations où il avait siégé. L'ancienne garde commença à s'effondrer, car cette fois, les caméras ne tournaient pas pour un gala de charité. Elles tournaient pour la justice. Elliot Senior arriva à la clinique avec Elliot Jr. en remorque cet après-midi-là. « Il faisait peur ?» demanda le garçon, serrant la main de Maya. « Un peu, » dit-elle honnêtement, « mais j'ai traversé pire. » Elliot Senior s'avança, tenant un papier plié. Elle le prit, le déplia. Une lettre légale, un accord de partenariat entre Maya Williams et la Fondation Carter. Propriété égale, pleine autonomie, protection inconditionnelle. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, dit-il. Mais je ne vous laisserai plus vous battre seul. Elle le regarda, les larmes menaçant, mais retenue par une force d'acier. Je n'ai jamais demandé une guerre, dit-elle. Non, répondit Elliot. Mais vous l'avez gagnée quand même. Elle sourit. Vous savez vraiment choisir vos batailles. Seulement quand la femme en vaut la peine. Et dehors, le soleil perça enfin les nuages. Car parfois la justice n'arrive pas avec un marteau. Parfois, elle force la porte arrière avec une caméra, un bouton de panique et une femme qui refuse de se taire. Le dimanche suivant, la clinique était plus calme que d'habitude. Pas de rendez-vous, pas d'interview, pas de bruit de construction, juste le bourdonnement de la climatisation et le frottement doux des chaises, disposées en demi-cercle dans le hall principal. Maya se tenait au centre, un clipboard à la main, portant un jean, une chemise bleu marine à boutons et ses baskets encore marquées d'une trace de peinture séchée des récentes rénovations. Aujourd'hui n'était pas à propos de la presse. Ce n'était pas à propos des menaces de sécurité ou des documents légaux. C'était à propos des gens. « On est prêt ?» demanda-t-elle à Lorraine, qui plaçait soigneusement un plateau de biscuits et de café sur une table pliante. « Autant qu'on peut l'être ?» dit Lorraine, époussetant une peluche invisible de son chemisier. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Maya hocha la tête. « Ce bâtiment n'a pas été construit pour moi. Il a été construit pour eux, et ils doivent savoir qu'il est à eux aussi. » En 15 minutes, les chaises se remplirent de voisins, d'anciens de la communauté, de mères célibataires avec des tout-petits, de 2 pasteurs, d'une infirmière scolaire retraitée et même d'un adolescent que Maya reconnut de la station-service plus loin dans la rue, toujours la tête baissée, le capuchon relevé. C'était le premier cercle d'écoute communautaire, une idée que Lorraine avait proposée des semaines plus tôt. « Avant que les gens fassent confiance à ta médecine », avait-elle dit, « ils doivent te faire confiance. » Alors, ils étaient là. Maya s'avança, la voix claire mais douce. « Merci à tous d'être venus. Je sais que le temps est un luxe que la plupart d'entre nous ne peuvent pas se permettre. Alors, je serai brève. Ce centre est à vous. Pas seulement en théorie, mais en vérité.
Ça signifie que si quelque chose ne fonctionne pas, s'il manque quelque chose, si vous avez peur de franchir ces portes, j'ai besoin de le savoir. Pas plus tard, pas par des rumeurs, maintenant. Un homme plus âgé leva la main. Je m'appelle Clarence. Je suis né dans ce quartier en 52. Cette clinique était un club de jazz à l'époque. Mon frère jouait du saxo dans ce coin-là. Les rires parcoururent la pièce. Clarence continua. J'ai vu beaucoup de bâtiments apparaître et disparaître, beaucoup de promesses faites et brisées. Alors, je suppose que ma question est, comment savoir que cet endroit ne sera pas juste un autre gros titre? Maya hocha lentement la tête. Parce que s'il devient ça, je serai la première à le démolir moi-même. Cela suscita quelques murmures d'approbation. Une femme parla ensuite. Je m'appelle Alicia, j'ai 2 enfants et pas d'assurance. L'asthme de mon bébé s'aggrave et je ne peux pas me permettre une autre facture des urgences. Vous aider avec ça? Maya répondit sans hésiter. Nous lançons un programme pédiatrique respiratoire le mois prochain. Tarif dégressif. Inhalateur gratuit pour les familles éligibles. Quelqu'un applaudit, puis une autre voix s'éleva. Et les programmes après l'école, un espace sûr pour les enfants? Nous travaillons avec la ville pour financer un groupe hebdomadaire de tutorat et de bien-être. Ah, dit Maya. On commence par les samedis et si quelqu'un ici veut faire du bénévolat, on vous fera de la place. Alors que la réunion continuait, les voix se multipliaient. Les gens parlaient. Maya écoutait. Vraiment. Puis, dans la voix la plus douce depuis la dernière rangée, une petite fille demanda. « C'est ici que la dame a sauvé le papa ?» Maya se tourna. L'enfant, pas plus de 6 ans, avait des cheveux bouclés tirés en 2 chignons et des yeux trop grands pour son âge. « Oui, » dit Maya, « c'est cet endroit. » La fille hocha la tête solennellement. « Ma maman a dit que vous étiez courageuse. Elle a dit que vous n'avez attendu personne pour vous dire ce qui était juste. » Maya déglutit. « Eh bien, » dit-elle doucement, « parfois le monde te fait attendre, et parfois tu cours vers lui quand même. » Plus tard, ce soir-là, après que les chaises furent empilées et le dernier biscuit mangé, Maya se tenait seule dans le hall, regardant le coin où Clarence disait que le jazz résonnait autrefois. Elle imaginait ce saxophone, la fumée, les rires, le rythme de la vie. Ça semble vivant à nouveau, n'est-ce pas? La voix d'Elliot Senior brisa le silence. Il entra, la cravate desserrée, les manches relevées. Elle sourit sans se retourner. Oui, il lui tendit une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre-la. » Elle le fit. À l'intérieur, une plaque nominative en argent. Maya Williams, infirmière diplômée, fondatrice et directrice clinique. Son souffle se coupa. « Je l'ai fait faire le lendemain de la diffusion de votre interview, » dit-il. « Il m'a fallu tout ce temps pour enfin vous la donner. »« Je ne suis pas encore officiellement infirmière, » dit-elle. « Ma licence n'est pas rétablie. » Il haussa les épaules. « Ça ne change pas qui vous êtes. » Elle le regarda, touchée dans un endroit qu'elle laissait rarement approcher. « Merci. » Ils restèrent là un moment, les néons bourdonnant au-dessus d'eux comme des étoiles de la ville. Puis Elliot s'éclaircit la gorge. « Ma mère veut vous rencontrer correctement. » Maya se tourna brusquement. « Sérieusement ? » « Elle vous doit des excuses. » Maya laissa échapper un rire discret. « Elle me doit bien plus que ça. » Je lui ai dit, « Je vais y réfléchir. » « Pas de précipitation, » dit Elliot. « Mais je pense que ça compte pour elle, et peut-être pour vous aussi. » Maya ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, « Invitez-la au prochain cercle d'écoute. » Il cligna des yeux. « Vraiment ? Je veux qu'elle entende comment vivent les gens quand personne n'écoute. » Il sourit. « Vous êtes sûr de ne pas vous présenter comme mère ?» Elle ricana, une croisade à la fois. Et derrière eux, le bâtiment vibrait d'une puissance différente. Celle qui n'est pas construite par des briques ou des câbles, mais par des gens qui se présentent, racontent des histoires, revendiquent leur espace. Ensemble, Helen Carter n'était jamais venue dans cette partie d'Atlanta sans chauffeur ou invitation, et certainement pas seule. Mais aujourd'hui, elle sortit elle-même de la voiture noire, les mains gantées ajustant son sac, la colonne vertébrale droite comme une règle. Elle portait de la laine bleu marine, des perles et un chapeau fin posé sur des boucles grisonnantes, son uniforme de guerre pour la civilité publique. Elle leva les yeux vers l'enseigne fraîchement peinte, centre de soins communautaire, Maya Williams. Puis, elle exhala quelque chose entre la crainte et la fierté, et entra. Le hall d'accueil sentait légèrement la lavande et le polish pour sol. Pas de comptoir en marbre, pas de lustre, mais c'était propre, chaleureux, habité et très vivant. Lorraine l'accueillit avec un sourire qui s'arrêtait juste avant l'amabilité. « Madame Carter, nous vous attendions. » Hélène hocha la tête. « Merci.
Mademoiselle Williams est-elle disponible? Elle finit avec un patient, dit Lorraine, désignant un coin salon. Mettez-vous à l'aise. Hélène s'assit raide sur le bord d'une chaise en cuir, observant les dessins faits maison sur le mur. Des dessins au crayon par des enfants du quartier. L'un d'eux représentait une femme noire avec une blouse blanche et une cape. Elle n'avait pas besoin d'étiquette pour savoir de qui il s'agissait. Quelques minutes plus tard, Maya apparut. Elle portait une tenue légère, les cheveux attachés. Une tache de café à peine visible sur une manche. Pas de théâtralité, pas de poignée de main cérémonieuse. Elle s'approcha et s'assit en face d'Hélène. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez. » Gino, a dit Maya calmement. « Moi non plus, » admit Hélène. Il y eut un silence, épais, mais pas agressif, juste dense d'histoire. « J'ai regardé votre interview, » dit enfin Hélène, 2 fois. « Je sais, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, surtout parce que ça m'a montré moi-même. » Le visage de Maya resta indéchiffrable. Hélène plongea la main dans son sac et en sortit un papier plié. « C'est une lettre, » dit-elle. « Pas des excuses, vous les avez déjà eues, c'est du contexte. » Maya ne tendit pas la main. « Je préférerais l'entendre de votre bouche. » Hélène cligna des yeux. « Pardon ? Vous avez passé votre vie à parler par des intermédiaires, des avocats, des assistants, du papier. Je veux savoir si vous pensez ce que vous êtes venu dire. » Hélène hésita, puis remit soigneusement la lettre dans son sac. Elle croisa les mains sur ses genoux. « Quand je vous ai vu pencher sur le corps de mon fils cette nuit-là, j'ai vu de la violence. J'ai vu une menace. J'ai vu quelque chose qu'on m'a conditionné à craindre, avant même que je sois assez grande pour comprendre pourquoi. » La mâchoire de Maya se crispa. « Je ne dis pas ça pour avoir de la sympathie, » continua Hélène. « Je le dis parce que c'est la vérité. Mon fils était en train de mourir, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que vous lui faisiez du mal, parce que vous ressembliez à quelqu'un qu'on m'a appris à ne pas faire confiance. » Maya déglutit. « Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez même pas regardé votre petit-fils qui me suppliait. »« Je l'ai laissé tomber, » dit Hélène, la voix plus faible maintenant. « Et je vous ai laissé tomber. Et j'ai laissé tomber la femme que je prétendais être depuis tant d'années. » Un autre silence. « Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, » dit Maya. « Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Hélène croisa son regard. « Je n'essayais pas d'être une héroïne. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. J'essayais juste de sauver une vie, et ça n'aurait jamais dû faire de moi une cible. » Les yeux d'Hélène s'embuèrent, mais aucune larme ne coula. « J'avais tort, et j'essaie de désapprendre des décennies où l'on m'a dit que j'avais raison. » Maya se recula, expira lentement. « Désapprendre est un processus compliqué, » dit-elle. « Je sais, » murmura Hélène, « mais je suis prête. » Il y eut une pause, puis Maya se leva. « J'ai une réunion de groupe de soutien dans 10 minutes. Ce sont surtout des mères. Certaines ont perdu des enfants. D'autres ont perdu espoir. Je pense que vous devriez y assister. » Hélène cligna des yeux. « Puis-je parler ?»« Non, » dit Maya avec un demi-sourire. « Asseyez-vous simplement. Écoutez-les. » Alors qu'elles marchaient ensemble dans le couloir, Elliot Senior passa à côté, surpris. « Vous êtes vraiment venu ?» dit-il à sa mère. Hélène hocha la tête une fois. « J'essaie quelque chose de nouveau. » Elliot regarda Maya, les sourcils levés. Elle ne dit rien, lui lançant juste un regard qui disait « Ne gâche pas ça. » Ce soir-là, Hélène était assise seule à sa coiffeuse. Pas de bijoux, les cheveux détachés, le visage nu. Elle se regarda dans le miroir, puis plongea la main dans un tiroir et en sortit une vieille photo. Lillian Carter, sa belle-fille. Maya lui rappelait Lillian, la même fougue, la même dignité. « Je le vois maintenant », murmura Hélène à la photo. « Je le vois maintenant. » De retour à la clinique, Maya était assise avec Lorraine sur les marches de l'entrée, sirotant une tisane à la camomille. « Comment ça s'est passé ?» demanda Lorraine. « Elle a écouté. C'est nouveau. Elle a encore du travail à faire, » dit Maya. « Mais n'en avons-nous pas tous ?» Elles levèrent les yeux vers le ciel nocturne, clair, calme, en attente, car le changement ne vient pas toujours avec un fracas. Parfois, il commence dans une chaise pliante, dans un cercle d'écoute, dans une pièce où personne n'applaudit, mais où tout le monde entend. Le lundi matin arriva avec une morsure dans l'air d'octobre, tranchante et implacable, comme les gros titres qu'il portait. Le visage de Maya était en première page du Atlanta Courrier, juste sous le titre « Infirmière devenue militante ou pion politique ». De nouvelles questions surgissent autour de Maya Williams et des liens avec la famille Carter. Elle parcourut l'article une fois, puis une deuxième, chaque phrase comme une frappe précise. Des sources anonymes, des allégations de favoritisme financier,
Des affirmations selon lesquelles Elliot Carter Sr. utilisait un récit racial pour manipuler la perception du public et, enfoui au milieu, une citation de l'équipe juridique de Nathan Voss, dépeignant Maya comme émotionnellement instable et sujette à des comportements agressifs, citant son exercice non autorisé de soins d'urgence la nuit de l'effondrement de M. Carter. Maya posa le journal lentement, les mains stables, mais sa respiration la trahissait. « Ils essaient de t'enterrer sous des coupures de papier », dit Lorraine depuis l'autre côté du bureau. « Une rumeur à la fois. Je m'y attendais, » y murmura Maya. « Mais s'y attendre ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. » Elle leva les yeux. « Ils pensent que s'ils m'épuisent assez, je ferai une erreur. Je m'énerverai. Je m'emporterai. Je confirmerai chaque stéréotype. Et que vas-tu faire à la place ?» Elle plia le journal et le jeta dans la poubelle de recyclage. « Je vais construire. » Au bureau du centre-ville de Carter Financial, Elliot Sr. se tenait devant un mur d'écran, chacun diffusant des chaînes d'information. Son conseil d'administration s'effilochait. 3 donateurs s'étaient retirés d'un fonds d'investissement minoritaire. Son vice-président du marketing avait démissionné en signe de protestation et une pétition demandant son éviction avait recueilli 22 000 signatures numériques en moins de 2 jours. Il se tourna alors qu'Eloise Patterson, sa conseillère juridique, entrait avec un dossier à la main et l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 2 jours. « Ils veulent un audit complet », dit-elle platement. « La SEC veut savoir s'il y avait un quid pro quo entre votre fondation et la clinique. »« Il n'y en avait pas », répondit Elliot. « Je le sais, vous le savez, mais ils se fichent de la vérité. Ils se soucient de l'image. Ils veulent du sang. » Elliot marcha lentement. « Alors, nous leur donnons une vérité si forte qu'ils ne pourront pas l'ignorer. » Éloise haussa un sourcil. « Vous pensez à rendre ça public ? Je pense à faire appel à toutes les faveurs que j'ai gagnées dans cette ville. Et je pense à me tenir aux côtés de la seule femme dans ce chaos qui n'a jamais menti. » Elle l'observa un long moment. « Vous croyez vraiment en elle ? Je crois qu'elle m'a sauvé la vie et qu'elle essaie de sauver cette ville. » Éloise esquissa un sourire sec. « C'est la chose la plus imprudente que vous ayez jamais dite, et la plus courageuse. » Cet après-midi-là, Maya rencontra son propre avocat, une femme nommée Camille Rhodes. Noire, la quarantaine, blazer impeccable, langue encore plus acérée. « Vous ne devez rien aux médias, » dit Camille, feuilletant un dossier. « Mais si nous voulons prendre le contrôle de ce récit, nous devons devancer. »« Je ne veux pas être un symbole, » dit Maya. « Je veux juste faire mon travail. » « Eh bien, malheureusement, vous n'êtes plus celle qui décide de ça. Vous êtes un symbole, et ça fait de vous une cible. Alors, la question est, restez-vous immobile ou vous appropriez-vous cela ?» Maya ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit « Je parlerai, mais à mes conditions. »« Bien, » dit Camille. « Parce que Channel 5 vient de vous offrir une interview en direct la semaine prochaine, en prime time. » Maya cligna des yeux. « C'est eux », Camille sourit. « Ils sentent l'audience, mais nous en ferons un règlement de compte. » Ce soir-là, Elliot Jr. était blotti sur le canapé de la clinique, regardant des dessins animés, un sandwich au fromage à moitié mangé sur le plateau à côté de lui. Il leva les yeux quand elle entra. « C'est vrai ce qu'ils ont dit à la télé ?» Maya s'agenouilla à ses côtés. « Qu'ont-ils dit ?»« Ils ont dit que vous n'êtes pas une vraie infirmière. » Elle sourit doucement. « Ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis une infirmière. Je n'ai pas encore récupéré ma licence, mais j'y travaille. Vous êtes en danger ? Certaines personnes veulent que je le sois, dit-elle. Mais être en danger n'est pas toujours la même chose qu'avoir tort. Il réfléchit à cela. Papa dit que vous êtes courageuse. » Elle repoussa ses cheveux en arrière. « Toi aussi tu l'es. » Il rayonna, puis se pencha, murmurant comme un secret. « Je suis content que vous n'ayez pas laissé mon papa mourir. » La gorge de Maya se serra. « Moi aussi. » Le lendemain matin, Camille envoya à Maya un fichier intitulé « Questions préparées ». Maya répondit par une note vocale. Pas de script, pas de filtre. S'ils me demandent ce qui s'est passé cette nuit-là, je vais tout leur dire, et je regarderai droit dans la caméra en le faisant. Camille répondit avec seulement 3 mots. Alors allons-y. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être défendues. Elles ont juste besoin d'être racontées. Mardi soir, en prime time, la ville s'arrêta. À 19h58, les salons d'Atlanta s'assombrirent alors que les téléviseurs s'allumaient. Le logo de Channel 5 apparut, suivi d'un jingle familier. Le segment avait été teasé toute la journée. En direct, Maya Williams brise son silence. Certains regardèrent par soutien, d'autres par curiosité, quelques-uns par mépris. Mais quand les caméras s'allumèrent, personne ne détourna les yeux. Maya était assise sous un éclairage doux, une robe bleu marine boutonnée jusqu'au col, un maquillage minimal, ses cheveux tirés en un chignon soigné, ses yeux stables.
La présentatrice, Danielle Monroe, était une animatrice respectée, connue pour son ton calme et ses questions chirurgicales. Nous sommes rejoints ce soir par Maya Williams, commença Danielle, la femme au centre de ce qui est devenu l'une des histoires les plus discutées de la ville, peut-être de la nation. Maya offrit un petit hochement de tête, pas de sourire. Mademoiselle Williams, continua Danielle, on vous a qualifié d'héroïne, de fraude, de pion, de symbole. Qui dites-vous être? La voix de Maya était basse, délibérée. Je suis une femme qui a vu un homme mourir et a décidé de l'aider. C'est qui j'étais ce jour-là? C'est qui je suis maintenant? Danielle se pencha en avant. Et que diriez-vous à ceux qui prétendent que vous n'étiez pas licencié, pas formé, que vous avez enfreint le protocole? Maya ne tressaillit pas. J'ai été infirmière diplômée pendant 10 ans. J'ai perdu cette licence, non pas à cause d'une faute professionnelle, mais parce que j'ai pris du temps après la mort de ma mère. Je n'avais pas les moyens de payer le processus de recertification. La vie s'est mise en travers, mais rien de tout cela ne m'a empêché de savoir comment maintenir un homme en vie quand chaque seconde comptait. Une pause, la caméra zooma légèrement. Je n'avais pas de badge, je n'avais pas de titre, mais j'avais des connaissances, j'avais de la formation, et j'avais un enfant qui tirait sur ma main, me suppliant de sauver son père. Daniel hocha lentement la tête. Cet enfant, Elliot Carter Jr., est lui-même devenu une sorte de figure publique. Certains vous accusent de l'avoir utilisé pour la publicité. La mâchoire de Maya se serra. Ce petit garçon a perdu sa mère. Il a failli perdre son père. Il n'a pas demandé de caméra. Il a demandé de l'aide. Et je la lui ai donnée. Elle se tourna cette fois, s'adressant directement à la caméra. Si je suis devenu un symbole, c'est parce que les gens en ont fait un. Mais je ne laisserai pas cela effacer ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. J'ai sauvé un homme. J'ai été arrêté pour ça. J'ai été vilipendé pour ça. Et j'ai failli être brisé par ça. Un silence emplit le studio. Daniel le laissa planer avant de poser la question suivante. Mademoiselle Williams, pourquoi pensez-vous que cette histoire a touché une corde si sensible? La voix de Maya s'adoucit, mais ses mots frappèrent plus fort. Parce que les gens comme moi ne sont pas censés être les héros dans les histoires des autres. Nous sommes en arrière-plan. Nous sommes suspects. Nous sommes un danger, jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'ils ont vu quand ils m'ont regardé. Sa voix trembla juste une fois. Même en gardant son fils en vie, Daniel se pencha. Vous parlez d'Helen Carter? Oui. Elle a supposé le pire parce que c'est ce que le monde lui a appris à attendre. Et je ne la hais pas pour ça, mais je ne l'excuse pas non plus. Une autre pause. Personne dans la régie n'osa bouger. Daniel continua. Et maintenant, que vient ensuite pour Maya Williams? Maya baissa les yeux un instant. Je reconstruis, dit-elle. Pas parce que c'est facile, mais parce que ce petit garçon vient toujours à ma clinique tous les vendredis avec un nouveau dessin. Parce qu'une femme est venue la semaine dernière qui n'avait pas vu de médecin depuis 7 ans. Parce que des gens regardent et ils ont besoin de voir quelqu'un ne pas reculer. La dernière question de Daniel était douce. Que diriez-vous à quelqu'un qui regarde et doute encore de votre histoire? Maya n'hésita pas. Je leur demanderai pourquoi ils en doutent. Et ensuite, je leur demanderai si les rôles étaient inversés. Auraient-ils hésité à aider? Et si la réponse est oui, alors je pense que nous avons tous de plus grandes questions à répondre. Daniel se tourna vers la caméra 2. Maya Williams, merci. L'émission se termina à 20h29. À 20h35, le nom de Maya était en tendance nationale. Elliot Senior lui envoya un seul message. Le monde vient de changer et vous l'avez changé. À 21h12, la déclaration privée d'Helen Carter fut publiée dans la presse. J'avais tort. J'ai vu une race là où j'aurais dû voir de la miséricorde. J'ai vu une menace là où il y avait une soignante. J'ai jugé et j'ai été humilié. Mademoiselle Williams, vous avez mes excuses et ma gratitude. À la clinique, Lorraine éteignit la télévision et regarda Maya, qui était assise sur le canapé comme si ses os avaient fondu. « Tu l'as fait !» murmura Lorraine. « Non !» dit Maya, la voix à peine audible. « Nous l'avons fait !» Dehors, les klaxons des voitures retentissaient. Les gens applaudissaient sur les trottoirs. Les voisins allumaient des bougies sur les marches de la clinique sans qu'on le leur demande. Quelqu'un plaça une note sur la porte de la clinique. 3 mots écrits en lettres majuscules. « Nous vous croyons ». Parce que parfois, la justice la plus forte ne vient pas des salles d'audience. Parfois, elle vient d'une voix calme, d'une seule interview et d'une femme qui refuse de disparaître. 3 jours après l'interview, la véritable tempête commença, non sous forme de menaces, mais de conséquences. Les salles du conseil municipal débordaient. Les manifestants remplissaient les marches à l'extérieur avec des pancartes disant «
Justice pour les soignants. Nous ne sommes pas des personnages secondaires. Soigner n'est pas un crime. À l'intérieur, les caméras cliquetaient, les téléphones enregistraient et les politiciens locaux ajustaient nerveusement leurs cravates. Maya se tenait au podium, une veste de costume empruntée sur sa blouse. Pas en tant que témoin, pas en tant que victime, mais en tant qu'oratrice principale, invitée à s'adresser au conseil, sous la pression publique. Sa voix, calme comme toujours, traversa la salle. « Je ne suis pas ici pour demander votre pitié. Je suis ici pour exiger votre mémoire, car la seule raison pour laquelle je suis debout ici est que j'ai survécu à votre système. » Derrière elle se tenaient Elliot Senior, Camille Rhodes et Helen Carter, chacun plus alerte que jamais. Helen était assise raide, ses perles serrées comme une bouée de sauvetage, mais elle hochait la tête à chaque pose de Maya. Le conseiller Ortega se tortilla inconfortablement sur son siège. « Mademoiselle Williams, bien que votre histoire soit certainement convaincante, nous devons considérer le précédent juridique. Vous étiez, selon la définition de l'État, en train de pratiquer sans licence. » Maya ne scia pas. « Et selon n'importe quelle définition, je sauvais la vie d'un homme. Votre système punit les gens pour être trop pauvres, pour garder un bout de papier à jour. Ce n'est pas une question de sécurité. C'est une question de contrôle. » Un léger murmure d'approbation parcourut la galerie. La conseillère Brooks se pencha en avant. « Vous proposez une révision de la loi du bon samaritain. »« Oui, » dit Maya. « Et pas seulement pour moi, pour chaque infirmière à la retraite, chaque secouriste en congé, chaque sage-femme, soignant et aide à domicile qui ont été faits pour se sentir comme des fardeaux, plutôt que des bouées de sauvetage. » Un silence s'installa comme du brouillard. Puis Elliot Senior se leva. « Si je puis me permettre, j'aimerais offrir le soutien financier et juridique total de la Fondation Carter pour cet amendement. Ma vie a été sauvée par quelqu'un que ce système aurait puni. J'ai l'intention de corriger cela. » La salle bourdonna, mais Maya n'avait pas fini. Elle souleva une feuille de papier usée, tachée, pliée 4 fois. « C'est une lettre que j'ai reçue anonymement d'une femme nommée Sheila, qui a regardé mon arrestation depuis la fenêtre de son appartement. Elle a écrit « J'ai vécu dans cette ville toute ma vie. J'ai vu des gens être punis pour être gentils, pour intervenir. Je me suis tue alors. Je ne le ferai plus. » Elle leva les yeux. « Nous avons besoin d'une ville qui ne force pas les gens à choisir entre compassion et survie. Nous avons besoin de lois qui reflètent nos valeurs, pas nos peurs. » Les applaudissements éclatèrent, malgré les règles. Le conseiller Ortega semblait avoir avalé un citron. Le soir, les images de la session du conseil étaient en tendance. Les activistes à travers le pays reprirent la cause. La phrase « le papier ne sauve pas les gens le font » fut en tendance pendant 2 jours. Mais Maya resta ancrée. À la clinique, elle aida une femme à remplir des formulaires Medicaid. Elle s'assit à côté d'un homme tremblant de sevrage. Elle serra dans ses bras une adolescente qui s'était présentée après avoir fugué. Parce que pendant que le monde tournait les gros titres, la guérison ne s'arrêtait pas. Dans un moment de calme, Elliot Jr. grimpa sur le canapé de la clinique à côté d'elle. « Tu vas être célèbre pour toujours maintenant ?» demanda-t-il. Maya sourit. « J'espère que non. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas être connu pour un moment. Je veux qu'on se souvienne de ce qui vient après. » Il s'appuya contre son épaule. « Je pense que tu es comme Batman. » Elle rit. « Comment ça ? Tu viens quand les gens ont peur. » Elle hocha la tête. « Parfois j'ai peur aussi. » Il leva les yeux. « Et tu viens quand même ?»« Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Plus tard ce soir-là, Helen Carter revint à la clinique. Pas en perles, pas en talons, en cardigan et basket. Elle s'assit sur les marches de l'entrée à côté de Lorraine. « Tu as été dur avec elle ?» lui dit Lorraine sans lever les yeux. « J'avais tort à son sujet, » admit Helen, à propos de beaucoup de choses. Elle hocha la tête. « Je veux aider, » dit-elle doucement. « Pas avec mon nom sur des plaques, juste aider. » Lorraine sirota son thé. « Alors commence par te présenter. Continue de te présenter. »« Je le ferai, » murmura Hélène. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était sincère. Le projet de loi proposé par Maya passa son premier examen en comité par un vote unanime. Il y avait encore du travail à faire, de la résistance à affronter. Mais la porte était ouverte. Pas seulement pour elle, pour chaque main invisible qui soutenait une épaule, chaque voix qu'on avait dite de taire, chaque vie touchée d'une manière que les lois ne pouvaient mesurer. Parce que la justice ne commence pas toujours dans les salles d'audience. Parfois, elle commence avec quelqu'un qui a refusé de partir. C'était un dimanche matin frisqué en décembre quand Maya retourna à la même intersection où tout avait commencé. Third et Hollis. La rue portait encore la faible trace de marque de dérapage. Le trottoir fissuré n'avait pas changé, mais Maya, si. Elle gara la voiture, sortit,
et traversa jusqu'à l'endroit exact où Elliot Carter s'était effondré des mois auparavant. Là où ses mains, guidées par l'instinct, la formation et la miséricorde, avaient lutté pour son souffle avant que quiconque ne demande qui elle était. Et maintenant, ce coin avait changé aussi. Une nouvelle pancarte était vissée à un poteau à proximité. Maya Williams Way, dédiée à ceux qui agissent sans hésitation. En dessous, une plaque modeste encastrée dans le béton. En l'honneur de tous ceux qui servent, avant qu'on le leur demande, qui guérissent sans permission. Maya resta immobile, laissant l'air froid caresser son visage. Elle n'était pas là pour une cérémonie. Il n'y avait pas de foule, pas de presse, juste un souvenir. Derrière elle, des pas discrets approchèrent. « Je ne pensais pas que vous viendriez », dit doucement Elliot Senior, les mains dans les poches de son manteau. « J'ai failli ne pas venir », Hans répondit Maya. Ils restèrent silencieux un moment. « Je passais par cette intersection chaque semaine et je ne voyais rien », murmura Elliot. « Maintenant, je vois tout. » Maya le regarda. « C'est le problème, Elliot. Il a fallu que vous frôliez la mort pour commencer à voir. »« Je sais, » dit-il. « Mais je suis réveillé maintenant. Ça doit compter pour quelque chose. » Elle hocha la tête. « Ça compte. » Un silence passa. « Vous travaillez toujours sur la nouvelle clinique satellite ?» demanda-t-il. « La première pierre sera posée le mois prochain, » dit Maya. « Southside, plus près des quartiers qu'ils ont oubliés. Je serai là. » Elle esquissa un petit sourire. « Vous serez l'un des nombreux, exactement comme il faut. » Ils restèrent un peu plus longtemps, la ville commençant à s'agiter derrière eux. Des cloches d'église sonnaient au loin. Une femme passa avec 2 jeunes enfants en manteau assorti. Elle sourit à Maya. La plus jeune murmura « C'est elle ». Maya se tourna. « Salut ». La fille agita timidement la main. « Merci d'aider les gens ». Maya s'accroupit à son niveau. « C'est ce qu'on fait. On s'aide les uns les autres. » Cet après-midi-là, la dernière pièce du puzzle se mit en place. Sa licence d'infirmière, pleinement rétablie, arriva par courrier. Pas de grand moment, pas de parade, juste une enveloppe blanche banale affranchie par le Conseil de l'État. Elle tint le papier dans ses mains longtemps. Cela ne faisait pas d'elle une infirmière à nouveau. Elle n'avait jamais cessé de l'être. Mais maintenant, elle n'avait plus à se battre pour le droit d'être vue. Elle l'accrocha au mur de la clinique à côté des dessins, des photos. Une photo d'Elliot Jr., tenant un raton laveur en peluche et souriant largement. Lorraine se tenait à proximité, les bras croisés. « On dirait la fin », dit-elle. « Non », répondit Maya reculant. « On dirait le début. » Des mois plus tard, la clinique prospérait. La salle d'attente était rarement vide. Le programme après l'école comptait 3 douzaines d'enfants. La ville adopta la loi révisée sur la protection des bons samaritains, surnommée officieusement la clause de Maya. Helen Carter se présentait tous les vendredis avec des biscuits chauds et un carnet plein de suggestions, la plupart raisonnables. Et Maya parcourait les couloirs chaque jour, clipboard à la main, voix calme, cœur stable. Un soir, alors qu'elle verrouillait la clinique, Elliot Jr. courut vers elle avec un dessin qu'il avait fait à l'école. C'était elle, une cape, un stéthoscope, un sourire. « Tu m'as encore fait héroïne », taquina-t-elle. Il secoua la tête. « Non, cette fois, je t'ai faite mère. » Elle rit. « Je pense qu'une révolution à la fois suffit. »« D'accord, » sourit-il. « Mais si tu changes d'avis, je ferai des affiches. » Ce soir-là, Maya s'assit seule dans son appartement. Elle se versa une tasse de thé, ouvrit son journal et écrivit « Il y aura toujours un autre feu, un autre combat, un autre silence à briser. Mais je ne suis plus seule. Cette ville ne connaît pas seulement mon nom. Elle sait ce que je défends. Et je continuerai à tenir bon. Peu importe le bruit, la tranchant des couteaux, la longueur des ombres, parce que quelqu'un doit le faire. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois. Parce que la justice ne dort jamais, et moi non plus. » Elle referma le journal. Dehors, la ville respirait, vivante, vigilante, éveillée, et Maya Williams, infirmière, militante, survivante, combattante, se reposa pour l'instant, car demain, elle se lèverait à nouveau. Le monde la mettrait encore à l'épreuve, et elle répondrait comme toujours. Présente. Cette histoire nous rappelle que la véritable justice commence par un courage ordinaire. Maya Williams n'avait ni pouvoir, ni statut, ni permission, mais elle avait de la compassion, et cela suffisait à sauver une vie et à défier un système brisé. Dans un monde qui punit souvent ceux qui sortent des rangs pour les bonnes raisons, son histoire nous enseigne que le silence n'est pas la sécurité, et que faire ce qui est juste est rarement pratique. Mais quand une personne ose agir avec intégrité, elle éclaire un chemin pour les autres, parce que parfois, les héros les plus discrets font le plus de bruit. Que pensez-vous de cette histoire?
Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.